Tu peux le garder, Juliette. Assure-toi juste de lui demander ce qui arrive à échéance lundi. Bruno, qu'en est-il du paiement de lundi? La coupe de champagne vibrait encore entre les doigts d'Hélène Auclair lorsque Juliette Carpentier s'avança au centre du salon avec l'assurance de celle qui se croit déjà victorieuse. Autour d'elle, plus de 200 personnes de la haute société parisienne feignaient de ne pas regarder, bien que toutes regardassent. Bruno Laurent se tenait à un demi-pas de sa maîtresse, trop pâle pour paraître triomphant et trop fier pour reculer. Juliette enlaça son bras et dit avec un sourire calculé qu'il était temps de cesser de faire semblant. Personne ne respira pendant une seconde. Puis Hélène posa sa coupe sur une table, retira sa bague et prononça avec un calme qui s'avéra plus humiliant que n'importe quel cri « Tu peux le garder ». Puis elle plaça la bague à côté de la coupe de Bruno et ajouta « Assure-toi juste de lui demander ce qui arrive à échéance lundi ». Le sourire de Juliette s'effaça avant qu'elle ne puisse répondre. Ce ne fut ni par jalousie ni par menace, mais parce qu'un homme aux cheveux gris et aux mains rudes s'approcha depuis l'une des tables latérales. Firmin Laborde, le propriétaire d'une entreprise familiale qui fournissait depuis 20 ans des produits alimentaires pour la maison Laurent. Il ne regarda pas Juliette, il regarda directement Hélène. D'une voix basse, mais suffisamment claire pour que Bruno l'entende, il demanda si l'accord pour le paiement de lundi, celui qu'elle avait promis de vérifier personnellement, tenait toujours. Bruno fit un pas vers eux, mais Hélène leva une main sans agressivité. À partir de demain, c'est à Bruno qu'il faudra demander de répondre de ses promesses. Ce fut le véritable coup de grâce. Certaines personnes baissèrent les yeux, d'autres se tournèrent vers l'homme d'affaires avec curiosité. Si vous aimez les histoires où une seule phrase change le destin de tous, accompagnez-moi jusqu'à la fin de cette histoire. Bruno tenta de rire comme si tout cela n'était qu'une exagération de sa femme, et annonça qu'il s'agissait d'une affaire privée. Hélène le regarda pour la première fois depuis que Juliette avait pris son bras. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement une fatigue ancienne qu'il n'avait jamais voulu reconnaître. « Le privé a pris fin quand tu as décidé d'en faire un spectacle », répondit-elle. Juliette, qui quelques minutes plus tôt s'attendait à une scène de jalousie, se retrouva entourée de silences gênants et de questions qu'elle ne comprenait pas. Un serveur passa près d'eux avec un plateau de coupe, mais même lui semblait marcher plus lentement. Rebecca Paris, directrice financière de la maison Laurent, se tenait près d'une colonne, le téléphone à la main et le visage durci. Bruno s'approcha de nouveau d'Hélène et murmura qu'il parlerait à la maison. Elle secoua la tête. « Non, Bruno, tu parleras à la maison. Moi, j'ai déjà trop parlé pour toi. » 3 semaines plus tôt, personne n'aurait imaginé une telle scène. La maison Laurent venait d'annoncer une saison d'événements exclusifs à Paris et à Cannes, et Bruno apparaissait dans les magazines économiques comme l'un des jeunes entrepreneurs les plus prometteurs du secteur. Sur les photographies, il portait des costumes impeccables, des montres de luxe et le même sourire avec lequel il avait conquis Hélène 5 ans auparavant. Elle, en revanche, apparaissait rarement à ses côtés dans les interviews. Elle avait bâti sa propre carrière comme consultante en gestion de crise et détestait être présentée simplement comme la femme du directeur de la maison Laurent. Cependant, lorsque l'entreprise commença à avoir des problèmes, Bruno se tourna vers elle avec une phrase qui, au début, sonnait comme une marque de confiance. « Il n'y a que toi qui saches mettre de l'ordre dans le chaos. » Hélène crut qu'en l'aidant temporairement, elle protégeait le projet familial. Elle ne comprit pas alors que le temporaire se transformait en une obligation silencieuse. Le premier signe arriva un jeudi soir. Hélène était rentrée tard d'une réunion avec un client quand elle trouva Bruno dans la cuisine, se servant un whisky et évitant de la regarder. Sur le plan de travail, un dossier ouvert contenait des prévisions de trésorerie. Rebecca les avait envoyées quelques heures plus tôt avec un bref message. « J'ai besoin que tu vois ça avant qu'il ne signe quoi que ce soit d'autre. » Hélène lut 2 pages et sentit un froid immédiat lui glacer l'estomac. La maison Laurent devait de l'argent à des fournisseurs de fleurs, d'éclairage, de transport, à des traiteurs et à du personnel intérimaire. Le projet d'expansion à Cannes avait consommé beaucoup plus de capital que prévu, et plusieurs clients n'avaient toujours pas payé. Hélène demanda combien il y en avait. Il répondit que Rebecca dramatisait, que le secteur fonctionnait ainsi et qu'il suffisait de conclure 2 contrats importants. Puis il lui baisa le front et dit qu'il ne voulait pas transformer leur mariage en une réunion de comptabilité. Hélène ne discuta pas cette nuit-là, mais le lendemain, elle appela Rebecca. La directrice financière accepta de la rencontrer dans un café discret près de Saint-Germain-des-Prés, loin du bureau. Là, elle lui montra une liste qu'Hélène n'oublierait pas. Firmin attendait une partie d'une facture depuis 45 jours. Une petite entreprise d'éclairage devait être payée pour 2 événements complets. Un atelier de couture qui confectionnait le linge de table pour les mariages de la maison Laurent avait accepté de retarder le paiement parce que Hélène leur avait personnellement assuré que l'entreprise tiendrait engagement. « Tout le monde demande après toi », dit Rebecca.
Bruno leur dit que tu examines le plan et que tu ne laisseras personne perdre de l'argent. Hélène laissa sa tasse intacte. Personne ne lui avait demandé la permission d'utiliser son nom comme garantie morale. Rebecca ajouta avec embarras: « Je pensais que tu le savais. » Cet après-midi-là, Hélène entra dans le bureau de Bruno sans prévenir. Il était en train d'essayer 2 vestes devant le miroir car il avait un dîner avec de possibles clients et Juliette Carpentier, la nouvelle conseillère en images de l'entreprise, avait insisté pour changer son style. Quand Hélène laissa la liste des factures en retard sur le bureau, Bruno fronça les sourcils comme si elle avait apporté de la saleté dans une pièce propre. Il lui expliqua que les retards étaient temporaires et que le prestige de la marque dépendait du maintien d'une apparence de succès jusqu'à la fin de la saison. Hélène répondit que le prestige ne pouvait pas se payer avec l'argent de petites entreprises familiales qui avaient déjà fait leur travail. Bruno s'impatienta. « C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Tu sais leur parler. » Cette phrase si simple révéla quelque chose qu'elle ne voulait pas encore nommer. Bruno ne lui demandait pas de l'aide pour changer. Il lui demandait du temps pour continuer à être le même. Juliette apparut à la porte avec un dossier de proposition et un sourire trop intime pour une simple réunion de travail. Hélène nota comment Bruno se redressa en la voyant. Juliette était à la maison Laurent depuis quelques mois seulement, mais elle contrôlait déjà les campagnes, les interviews et une bonne partie de l'agenda social de Bruno. Elle avait convaincu plusieurs médias de vendre l'image d'un entrepreneur jeune, audacieux et sophistiqué. Elle avait également réussi à ce que les photographies de Bruno apparaissent de moins en moins accompagnées de sa femme. Quand Juliette vit les documents sur la table, elle commenta que les chiffres ne pouvaient pas dominer une marque émotionnelle. Hélène la regarda sans hostilité et répondit que les factures ne disparaissaient pas non plus grâce à une bonne campagne de communication. Bruno défendit immédiatement Juliette, accusant Hélène d'être trop négative. C'était un petit détail, mais Hélène sentit que quelque chose changeait, non pas à cause de Juliette, mais à cause de la facilité avec laquelle son mari transformait un avertissement en trahison. Durant les jours suivants, Hélène fit ce qu'elle faisait depuis des années. Elle organisa les informations, appela les fournisseurs, proposa un calendrier de paiement et conçut un plan pour arrêter les dépenses inutiles. La solution n'était pas miraculeuse. Il fallait annuler l'expansion la plus ambitieuse de Cannes, vendre une partie de l'équipement inutilisé, renégocier les contrats et cesser de financer des fêtes destinées uniquement à maintenir l'image de Bruno. Rebecca soutint le plan. Firmin accepta d'attendre s'il recevait des dates réelles. D'autres fournisseurs firent également preuve de patience. Bruno, en revanche, accepta chaque point en privé et le défi en pratique. 2 jours plus tard, il autorisa une réception de luxe pour attirer des investisseurs. 1 semaine plus tard, il loua un véhicule haut de gamme pour une campagne publicitaire. Quand Hélène protesta, il assura que ces investissements étaient nécessaires pour inspirer confiance. Elle commença à comprendre que Bruno confondait confiance et apparence, et responsabilité avec la capacité d'obtenir que les autres attendent. Le 2e signe arriva par accident. Un soir, pendant que Bruno prenait sa douche, son téléphone vibra sur la table de chevet. Hélène ne le prit pas avec l'intention de vérifier ses messages. Elle allait juste le déplacer pour brancher son propre chargeur. L'écran s'illumina avec une phrase de Juliette. « Demain, je ne peux pas supporter un autre dîner à faire semblant que je ne suis pas la femme que tu aimes. » Hélène resta immobile. Elle n'ouvrit pas la conversation. Elle n'en eut pas besoin. Quand Bruno sortit de la salle de bain, elle lui montra l'écran. Pendant quelques secondes, il garda le silence. Puis il commença à expliquer que Juliette était confuse, que le travail les avait rapprochés et que rien d'important ne s'était passé. Hélène posa une seule question. « L'as-tu embrassé ?» Bruno évita de répondre. Hélène demanda à nouveau. Finalement, il dit que oui, mais insista sur le fait que cela ne signifiait pas qu'il voulait détruire leur mariage. Le mot « détruire » flotta entre eux comme une ironie. Bruno pleura cette nuit-là. Il promit de couper la relation, de chercher une thérapie et de se concentrer sur le sauvetage de l'entreprise. Hélène l'écouta, assise sur le bord du lit. Une partie d'elle voulait le croire, non pas parce qu'elle craignait d'être seule, mais parce que 5 ans de mariage ne pouvaient pas disparaître en une conversation. Ils avaient construit des routines, des souvenirs et une idée partagée de l'avenir. Cependant, le lendemain, Bruno ne renvoya pas Juliette. Il dit que le faire éveillerait les soupçons des clients et qu'elle était indispensable pour le prochain gala. Hélène accepta d'attendre 1 semaine, mais cessa d'intervenir dans les factures sans vérifier chaque promesse par écrit. Ce même vendredi, Firmin l'appela pour la remercier d'avoir garanti personnellement le paiement complet du lundi suivant. Hélène resta silencieuse. Elle n'avait jamais fait une telle garantie. Quand elle demanda qui le lui avait dit, Firmin répondit naturellement « Bruno, il a dit que tu étais maintenant aux commandes de tout ça. » Hélène ne confronta pas son mari immédiatement. Elle chercha d'abord toutes les occasions où son nom avait été utilisé. « Rebecca,
nerveuse, lui montra des emails où Bruno écrivait au fournisseur que sa femme coordonnait la solution, bien qu'Hélène n'ait même pas eu connaissance de certains de ces accords. Elle découvrit également que Bruno avait promis aux employés de maintenir les salaires intacts tout en continuant d'autoriser des frais de représentation. Pire encore, il avait expliqué à une banque que l'expérience professionnelle d'Hélène garantissait une reprise rapide de l'activité, comme si le travail de sa femme faisait automatiquement partie des actifs de la maison Laurent. Il n'avait pas falsifié sa signature, ni commis de fraude documentaire. C'était quelque chose de plus intime et, pour Hélène, de plus douloureux. Il avait fait de sa réputation une extension de lui-même. Il avait supposé que, parce qu'elle était sa femme, elle réparerait toujours ce qu'il brisait. Cette même semaine, Hélène appela une avocate pour se renseigner sur une séparation. Elle ne prit pas encore de décision définitive, mais elle avait besoin de savoir quelle partie de sa vie était réellement liée à Bruno et quelle partie elle avait abandonnée par habitude. Elle découvrit que ses finances personnelles étaient mieux protégées qu'elle ne le craignait, car elle avait toujours gardé sa carrière et ses comptes professionnels séparés. La maison Laurent ne lui appartenait pas, et ses dettes commerciales n'étaient pas automatiquement les siennes. La révélation aurait dû la rassurer, mais elle produisit l'effet contraire. Pendant des années, Hélène avait agi comme si chaque problème de Bruno était aussi son obligation morale. Il n'avait pas besoin de lui voler de l'argent. Il lui suffisait d'éveiller son sens des responsabilités. Cet après-midi-là, en marchant seule dans le jardin du Luxembourg, elle comprit que la question n'était plus de savoir si Bruno pouvait changer. La question était de savoir combien de temps encore elle continuerait à l'empêcher de connaître les conséquences de ne pas le faire. Bruno confirma la réponse 2 nuits plus tard. Hélène arriva plus tôt que prévu à un restaurant où se tenait un dîner de travail et vit Juliette sortir par une porte latérale. Bruno apparut derrière elle, lui toucha la taille et l'embrassa avec une familiarité impossible à feindre. Hélène n'entra pas. Elle ne prit pas non plus de photos. Elle resta de l'autre côté de la rue à observer pendant quelques secondes et quelque chose en elle devint étrangement silencieux. La douleur était là, mais elle n'avait plus la forme de la jalousie. C'était la certitude d'avoir investi des années à protéger un homme qui voulait conserver tous les avantages d'être un mari sans en accepter aucune des responsabilités. Cette nuit-là, Bruno rentra à la maison après 1 heure du matin et dit que le dîner s'était prolongé. Hélène le regarda enlever sa veste et pensa que le mensonge était presque la chose la moins grave dans tout cela. Le lendemain matin, Hélène rédigea 2 messages. Le premier était pour Rebecca. À partir de lundi, elle ne devait plus présenter Hélène comme conseillère, garante, médiatrice, ni responsable d'aucun engagement de la maison Laurent. Le second était pour son avocate. Elle voulait entamer formellement la séparation. Elle ne dit rien à Bruno pour l'instant, car elle avait besoin d'organiser son départ et, surtout, de prévenir ceux qui pourraient être lésés par les promesses faites en son nom. Elle appela Firmin et lui expliqua qu'elle ne pouvait pas garantir la date que Bruno avait annoncée. Firmin se montra surpris, mais pas en colère contre elle. « Alors il faudra que je lui parle », dit-il. Cette phrase parut anodine, bien que pour Hélène, elle signifia une rupture profonde. Pendant des années, tout le monde lui avait parlé avant de parler à Bruno. Pour la première fois, elle décida de s'écarter du chemin qui menait directement aux conséquences des actes de son mari. Le gala où tout allait éclater était prévu depuis des mois dans un hôtel particulier rénové du centre de Paris. Bruno le considérait comme essentiel. Hélène avait pensé ne pas y assister, mais elle reçut une invitation personnelle d'une ancienne cliente et décida d'y aller pour une raison différente. Elle voulait observer Bruno une dernière fois sans intervenir. Elle portait une robe noire simple, le même type d'élégance discrète, que Juliette qualifiait toujours de trop sérieuse pour les photographies. Quand elle arriva, Bruno fut surpris. Pendant plusieurs minutes, il feignit la normalité et lui présenta des invités comme si de rien n'était. Juliette, vêtue de rouge, observait depuis l'autre bout du salon. Hélène vit tout de suite qu'ils avaient tous les deux pris une décision. Ils n'essayaient plus de se cacher. La seule chose qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'elle aussi avait pris la sienne. Juliette choisit le moment avec précision. Elle attendit qu'un groupe d'hommes d'affaires, de journalistes mondains et de clients importants entoure Bruno. Alors elle s'approcha, prit sa main et dit qu'elle était fatiguée de cacher une relation que trop de gens connaissaient déjà. Bruno aurait pu s'écarter. Il ne le fit pas. Il regarda Hélène et parla de sentiments inévitables, de mariages qui s'usent et de la nécessité d'être honnête. C'était un discours préparé pour le faire paraître courageux. Juliette attendait des larmes. Certains invités attendaient des cris. Hélène, cependant, se souvint de Firmin attendant son argent, de Rebecca essayant de boucher les trous, des employés qui comptaient sur leur salaire, et de toutes les fois où Bruno avait utilisé le mot « amour » pour lui demander une solution. Alors elle comprit qu'elle n'avait rien à disputer. C'est pourquoi elle retira sa bague, la laissa à côté de la coupe
et dit les mots qui allaient changer le sens de cette nuit. « Tu peux le garder. » Après la question de Firmin sur le lundi, la fête perdit son éclat. Bruno voulut emmener Hélène dans un bureau privé, mais elle refusa. Juliette le regardait maintenant avec une inquiétude impossible à dissimuler. Hélène prit son sac et fit ses adieux à l'hôtesse. Avant de franchir la porte, Rebecca la rattrapa dans le vestibule. « Tu vas vraiment te retirer de tout ça ?» demanda-t-elle. Hélène répondit qu'elle aiderait à clarifier les données sur lesquelles elle avait déjà travaillé, mais qu'elle ne promettrait, ne négocierait ni ne rassurerait plus personne au nom de Bruno. Rebecca acquiesça avec un mélange de peur et de soulagement. Dehors, l'air nocturne de Paris lui parut plus froid que prévu. Hélène monta dans un taxi sans regarder en arrière. Pour la première fois depuis des années, elle ne pensait pas à la façon de réparer ce qui se passerait le lendemain. Elle pensait à ce que ce serait de se réveiller sans avoir à le faire. Bruno rentra à l'appartement vers 4 heures du matin, accompagné de Juliette. Il avait bu plus que d'habitude, et répétait qu'Hélène faisait du théâtre, qu'elle ne permettrait jamais à l'entreprise de sombrer car elle connaissait trop de monde à l'intérieur. Juliette tenta de retrouver l'assurance du début de soirée. Elle se servit un verre d'eau, enleva ses chaussures, et lui demanda ce que Firmin avait voulu dire avec l'histoire du lundi. Bruno répondit que c'était une facture importante. Rien de plus. Mais quelques minutes plus tard, son téléphone sonna, puis il sonna de nouveau. Ensuite, un message de Rebecca arriva. Bruno lut l'écran et son visage changea. Hélène avait officiellement confirmé qu'elle ne représentait plus aucun engagement de la maison Laurent. Juliette demanda de combien d'argent ils avaient besoin. Bruno resta silencieux trop longtemps. Finalement, il s'assit en face d'elle et dit « J'ai besoin que tu m'aides à trouver des liquidités avant lundi. » Et Juliette comprit que la nuit où elle avait cru avoir gagné ne faisait que commencer. Juliette se réveilla peu après 9 heures, avec la sensation inconfortable de s'être endormie dans une pièce qui avait changé pendant la nuit. L'appartement était toujours le même, d'immenses baies vitrées, des meubles italiens, une cuisine en marbre et des photographies de Bruno à des galas, des inaugurations et dans des hôtels de luxe. Cependant, après l'avoir entendu demander de l'argent avant de dormir, chaque objet semblait avoir une signification différente. Bruno était dans le salon, parlant à voix basse au téléphone, répétant que lundi il y aurait une solution et qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Quand il raccrocha, Juliette demanda de combien il avait besoin exactement. Il esquiva le chiffre, assura qu'il s'agissait d'un problème temporaire et ajouta qu'Hélène avait provoqué une réaction exagérée en se retirant brusquement. Juliette tenta de plaisanter en disant que maintenant, il n'aurait plus à se cacher, mais Bruno ne sourit pas. Il ouvrit simplement son ordinateur portable et dit « D'abord, nous devons survivre à lundi. » En milieu de matinée, Rebecca arriva avec un épais dossier et une expression qui montrait clairement qu'elle n'était pas là pour féliciter qui que ce soit. Bruno voulut parler en privé, mais Juliette resta dans le salon, convaincue qu'elle avait le droit d'entendre ce qui pourrait affecter sa nouvelle vie. Rebecca ne discuta pas. Elle expliqua que la maison Laurent avait des paiements en attente auprès de fournisseurs, des salaires, des charges fiscales à venir et plusieurs obligations liées à des événements déjà contractés. Bruno l'interrompit en disant qu'il suffisait de décaler quelques dates. Rebecca répondit que cette stratégie était épuisée depuis des mois. Juliette regarda les feuilles et découvrit les noms de petites entreprises qu'elle connaissait, car elle-même avait utilisé leurs services pour des campagnes et des fêtes. « Quelle part de tout cela est réellement due ?» demanda-t-elle. Rebecca mit quelques secondes à répondre. Assez pour que ne plus répondre aux appels ne soit plus une option. Bruno referma brusquement le dossier et accusa Hélène d'avoir inutilement effrayé tout le monde. Rebecca rouvrit le dossier. Elle ne discuta ni du mariage ni de Juliette. Elle parla de chiffres, de dates et d'engagement. Firmin Laborde attendait un virement partiel lundi. L'entreprise d'éclairage avait accepté de retarder une facture pour la 2e fois. 2 équipes de personnel intérimaire attendaient d'être payées pour un événement qui avait eu lieu plus d'1 mois auparavant. Une entreprise de transport avait averti qu'elle n'enverrait pas de véhicule pour le prochain mariage sans recevoir d'abord une partie de ce qui lui était dû. Ils ont tous accepté d'attendre parce qu'Hélène leur a parlé, dit Rebecca. Bruno répliqua que cela prouvait que les relations étaient sous contrôle. Rebecca le regarda avec incrédulité. Non, Bruno, cela prouve qu'il lui faisait confiance. À elle. Juliette sentit une pointe d'irritation en entendant à nouveau le nom de l'épouse. Elle avait imaginé qu'une fois le mensonge sentimental terminé, Hélène disparaîtrait du centre de l'histoire. Au lieu de cela, elle semblait être présente dans chaque facture, chaque appel et chaque échéance. Bruno assura qu'il n'y avait aucune raison de dramatiser et proposa de vendre quelques actifs secondaires. Rebecca expliqua alors que plusieurs des symboles de luxe qui entouraient sa vie ne pouvaient même pas être vendus. La voiture que Bruno conduisait était en location longue durée. L'appartement en attique où il se trouvait ne lui appartenait pas, mais était loué par la maison Laurent car il servait à loger des clients étrangers et à organiser des réunions privées.
Même une partie du mobilier avait été incluse dans un accord commercial avec une entreprise de décoration. Juliette posa lentement sa tasse sur la table. Elle était venue là des dizaines de fois, croyant que Bruno l'introduisait dans le monde qu'il partagerait un jour. « L'appartement n'est pas à toi non plus ?» demanda-t-elle. Bruno répondit que cette distinction était absurde, car il vivait là depuis des années. Rebecca ne dit rien, mais son silence fit plus de mal que n'importe quel commentaire. Juliette comprit qu'elle avait confondu l'accès avec la propriété et l'apparence avec la sécurité. Pendant ce temps, Hélène était assise dans un petit bureau qu'elle avait loué à l'heure près de la place de la République. Elle avait devant elle un carnet neuf, son ordinateur portable et une liste de personnes à qui elle devait parler avec honnêteté. Elle ne voulait pas détruire la maison Laurent, mais elle ne voulait pas non plus permettre que la peur de nuire aux autres l'enchaîne de nouveau à Bruno. Elle appela d'abord Firmine. Elle lui expliqua qu'elle ne pouvait promettre aucun virement, car elle ne travaillait plus à la reprise de l'entreprise et n'avait jamais autorisé Bruno à la présenter comme garantie. Firmin garda le silence avant de répondre. Hélène s'attendait à des reproches. Elle reçut de la lassitude. Il lui raconta qu'il avait utilisé une partie de ses économies pour payer ses propres employés en attendant l'argent. « Je ne veux pas que vous me payiez, dit-il. Je veux que l'homme qui a signé avec moi me regarde en face et me dise quand il compte tenir sa parole. » Hélène eut honte d'avoir amorti cette conversation pendant si longtemps. Ensuite, elle parla avec d'autres fournisseurs et découvrit un schéma qui la perturba plus que les chiffres. Bruno avait répété différentes versions de la même promesse. Hélène examine le calendrier. Hélène obtiendra un financement. Hélène négociera avec la banque. Hélène ne permettra jamais qu'un petit fournisseur perde de l'argent. Dans certains cas, ces phrases avaient suffi pour obtenir 2 semaines supplémentaires. Hélène n'en avait autorisé aucune. Mais elle comprit pourquoi les gens avaient eu confiance. Pendant des années, elle avait tenu sa parole chaque fois qu'elle la donnait. Sa réputation professionnelle, construite avec discipline et travail indépendant, était devenue une garantie invisible au sein d'une entreprise qui n'était pas la sienne. Après le 3e appel, elle écrivit une phrase dans son carnet. Ne plus jamais promettre pour personne. Ce n'était pas une déclaration de guerre contre Bruno, c'était une limite. Et aussi étrange que cela puisse paraître, l'écrire lui procura plus de soulagement que de retirer sa bague la nuit précédente. Dans l'appartement, Juliette essayait toujours de comprendre comment un entrepreneur qui apparaissait dans les magazines pouvait avoir du mal à payer des factures relativement ordinaires. Bruno lui expliqua que le secteur de l'événementiel fonctionnait avec des saisons irrégulières, des acomptes et des paiements ultérieurs. Une partie de cela était vrai. Ce qu'il omit, c'est à quel point il avait augmenté les dépenses pour maintenir une image de croissance. Juliette l'interrogea sur la fête récente, la voiture, les voyages de promotion et la campagne photographique qu'elle-même avait conçue. Bruno se défendit en disant qu'une marque de luxe ne pouvait pas se comporter comme une entreprise désespérée. « Si nous montrons de la peur, les clients s'en vont », affirma-t-il. Juliette répondit que les clients pouvaient aussi s'en aller s'ils découvraient que leur fournisseur n'était pas payé. Bruno s'irrita. C'est exactement ce qu'Hélène disait tout le temps. La comparaison tomba entre eux comme une offense. Juliette venait de commencer officiellement sa relation avec lui et elle était déjà placée au même rang que la femme qu'elle avait voulu remplacer. Cet après-midi-là, Bruno convoqua une réunion d'urgence à la maison Laurent. L'ambiance était très différente de celle des photographies d'entreprise. À la réception, il y avait des fleurs fraîches et des écrans montrant des mariages spectaculaires. Mais derrière les portes closes, les employés parlaient à voix basse. Rebecca présenta un calendrier où figuraient les paiements les plus urgents. Bruno demanda d'en reporter certains et de se concentrer sur l'obtention d'un nouveau client international. L'un des coordinateurs demanda si les salaires étaient garantis. Bruno répondit que oui, avant même de regarder Rebecca. Elle durcit le visage, mais ne le contredit pas devant l'équipe. Juliette observa la scène et se souvint de la phrase d'Hélène. À partir de demain, c'est à Bruno qu'il faudra demander de répondre de ses promesses. Pour la première fois, elle comprit que ce n'était pas une menace qui lui était adressée. C'était une description exacte de ce qui se passait. Bruno continuait de promettre des choses, avant de savoir s'il pouvait les tenir, comme si prononcer une phrase avec suffisamment d'assurance équivalait à la transformer en réalité. À la fin de la réunion, Rebecca demanda à parler à Bruno en privé. Juliette décida d'attendre dans le couloir, mais la porte resta entrouverte. Elle entendit Rebecca dire qu'elle ne pouvait plus présenter de prévisions optimistes aux employés sans soutien. Bruno répondit que s'ils admettaient leur fragilité, ils provoqueraient une débandade. Rebecca insista sur le fait que l'alternative était pire. Promettre en même temps des salaires, des paiements aux fournisseurs et des contrats, alors qu'il n'y avait pas assez de liquidité pour tout le monde. Bruno dit qu'Hélène finirait par entendre raison. Rebecca garda le silence quelques secondes et demanda pourquoi il en était si sûr. « Parce qu'elle le fait toujours », répondit-il. « Elle peut être en colère contre moi,
Mais elle ne laissera pas des gens innocents payer pour ça. Juliette sentit un frisson. Ce n'était pas de l'amour dans cette phrase, c'était de la certitude. Bruno était convaincu que la conscience de sa femme continuerait à travailler pour lui, même après l'humiliation publique. Ce soir-là, Hélène dîna seule dans un petit restaurant près de son nouvel appartement temporaire. Il n'y avait pas de musique élégante, ni de photographes, ni de gens qui reconnaissaient le nom Laurent. Pour la première fois depuis longtemps, elle put terminer un repas sans vérifier des messages liés à une crise qui n'était pas la sienne. Cependant, le calme fut de courte durée. Bruno l'appela 6 fois. À la 7e, elle répondit. Il commença par l'accuser d'avoir semé la panique parmi les fournisseurs et termina en disant que si la maison Laurent subissait des dommages, elle aurait aussi une responsabilité morale. Hélène écouta sans l'interrompre jusqu'à ce que Bruno mentionne les employés. Alors elle demanda « As-tu annulé Cannes ?» Il répondit que pas encore. « As-tu suspendu les frais de représentation ?» Bruno dit que ce serait préjudiciable pour la marque. « As-tu vendu ou annulé quelque chose qui ne sert qu'à faire croire que tu vas mieux que tu ne vas en réalité ?» Il y eut un silence. Hélène ferma les yeux. « Alors ne m'appelle pas pour me dire que c'est moi qui mets tes gens en danger. » Bruno changea de ton et lui rappela tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Hélène répondit que c'était précisément pour cela qu'elle avait passé des années à éviter que les conséquences ne l'atteignent. Il dit que cette cruauté ne lui ressemblait pas. Hélène sentit la tentation de se défendre, mais elle comprit que le faire la remettrait dans le même mécanisme. « Je ne te punis pas, dit-elle. J'arrête de te secourir. » Bruno assura que c'était la même chose. Hélène nia. Puis elle ajouta qu'elle enverrait à Rebecca tous les documents et analyses qu'elle avait préparés avant de se séparer, car ils appartenaient au travail déjà effectué, mais qu'elle ne participerait pas à de nouvelles négociations. Elle ne parlerait pas non plus aux fournisseurs en tant que représentante de la maison Laurent. « Si tu leur dois quelque chose, appelle-les toi-même. » Bruno répondit que Firmin était difficile et qu'elle avait une meilleure relation avec lui. Hélène faillit sourire devant la clarté absurde de cette phrase. « Précisément, cette relation est la mienne. Je l'ai construite en tenant ma parole. » Juliette retourna à l'appartement peu après et trouva Bruno regardant la ville depuis la fenêtre. Il lui expliqua qu'Hélène utilisait les fournisseurs pour faire pression sur lui pendant la séparation. Juliette demanda si c'était vraiment vrai. Bruno se tourna, surpris par son doute. Il dit que sa femme avait toujours eu un besoin maladif de contrôle et que maintenant, elle montrait qui elle était vraiment. Juliette se souvint alors des fois où Bruno lui avait raconté qu'Hélène surveillait ses dépenses, remettait en question ses décisions et l'empêchait de profiter du succès. Pendant des mois, cette histoire lui avait semblé être la description d'une femme froide qui n'appréciait pas son mari. Maintenant, elle entrevoyait une autre possibilité. Être qu'Hélène ne contrôlait pas un homme à succès, mais tentait de mettre des limites à un homme qui dépensait de l'argent qu'il n'avait pas encore. Juliette ne voulut pas l'admettre à voix haute. Elle avait encore besoin de croire qu'elle n'avait pas détruit un mariage pour découvrir que le récit qui justifiait sa relation était un mensonge commode. Le lendemain, Firmin se présenta à la maison Laurent sans rendez-vous. Il n'éleva pas la voix ni ne menaça personne. Il s'assit à la réception et dit qu'il attendrait Bruno. Quand il le reçut enfin, il posa sur la table les copies de 3 factures et expliqua qu'il avait besoin d'une date réelle. Bruno tenta de lui parler d'un prochain contrat international et d'un virement qui devait bientôt arriver. Firmin l'interrompit avec politesse. « Ne me parlez pas de ce qui pourrait arriver. Dites-moi ce que vous pouvez faire aujourd'hui. » Bruno mentionna à nouveau le plan conçu par Hélène. Firmin secoua la tête. « Madame Auclair m'a dit que ce plan n'était plus sous sa responsabilité. » Bruno se raidit. Alors Firmin dit quelque chose dont Rebecca se souviendrait longtemps. « J'attendais parce que je lui faisais confiance. À elle. Vous, je dois encore apprendre à vous croire. » Pour Bruno, cette phrase fut une humiliation. Pour Rebecca, ce fut simplement une réalité qu'elle tentait d'expliquer depuis des mois. Bruno sortit de la réunion furieux et appela de nouveau Hélène, mais elle ne répondit pas. Alors il regarda Juliette comme s'il venait de se souvenir qu'elle était là. Il lui demanda quels étaient ses contacts dans 2 marques internationales pour lesquelles elle avait travaillé auparavant. Juliette crut qu'il voulait organiser une campagne, mais Bruno lui demanda des présentations directes avec des personnes capables d'investir ou d'avancer de l'argent. Elle expliqua que ses relations étaient professionnelles et qu'elle ne pouvait pas demander des centaines de milliers d'euros comme s'il s'agissait de faveurs personnelles. Bruno répondit qu'il n'avait pas besoin d'autant, juste d'un pont jusqu'à la conclusion de nouveaux contrats. Quand Juliette demanda ce que « pas autant » signifiait, il évita de nouveau de donner un chiffre précis. Puis il suggéra qu'une collaboration commerciale avec une marque pourrait être annoncée avant d'être complètement finalisée pour générer de la confiance. Juliette refusa immédiatement. « Cela pourrait détruire ma réputation. » Bruno la regarda avec un mélange de déception et de reproche. «
Je pensais que tu étais avec moi. » La phrase lui parut étrangement semblable à une facture émotionnelle. Durant les 2 jours suivants, les appels se multiplièrent. Le fournisseur de transport demanda un acompte. Une entreprise de sonorisation suspendit temporairement un service. 2 travailleurs intérimaires vinrent voir Rebecca pour demander quand ils seraient payés. Rien de tout cela ne signifiait encore la chute de la maison Laurent, mais chaque problème montrait à quel point l'entreprise avait dépendu des retards, de la confiance personnelle et des solutions improvisées. Juliette observait Bruno passer d'une réunion à l'autre avec la même assurance extérieure que toujours. Il promettait que tout serait résolu la semaine suivante, qu'un client était sur le point de confirmer qu'il y avait des discussions avancées avec de nouveaux partenaires. La nuit, cependant, il s'asseyait devant son ordinateur portable et calculait désespérément combien il pouvait déplacer d'un compte à un autre. Juliette commença à comprendre que le luxe qu'elle avait tant admiré n'était pas une forteresse. C'était une mise en scène. Et derrière la scène, il y avait des travailleurs qui attendaient, des fournisseurs fatigués et une femme qui, depuis des années, soutenait discrètement les murs. Hélène réunit Firmin et 3 autres fournisseurs dans une salle louée, non pas pour négocier au nom de Bruno, mais pour expliquer clairement ce qu'elle savait. Elle leur dit que la maison Laurent avait encore une activité et des contrats capables de générer des revenus, mais que chacun devait exiger ses conditions par écrit et ne pas accepter de nouvelles promesses basées sur sa participation. Elle proposa qu'ils partagent des informations sur les dates et les montants pour éviter que Bruno ne promette à tous d'être les premiers à être payés. L'un d'eux demanda si Hélène organisait une offensive contre son mari. Elle répondit qu'elle ne voulait pas détruire une entreprise où travaillaient des personnes innocentes. « C'est précisément pour cela qu'ils doivent connaître la vérité », expliqua-t-elle. « Si chacun attend en silence parce qu'il croit que l'autre est couvert, tous continueront à prendre des risques. » Firmin acquiesça. Hélène ne créait pas une rébellion. Elle retirait le voile qui avait permis à Bruno de négocier avec la patience des autres, comme s'il s'agissait d'une ressource infinie. La conséquence fut immédiate. Lorsque Rebecca reçut les appels suivants, les fournisseurs ne demandaient plus à parler à Hélène. Ils demandaient des documents, des dates et des propositions directement à la maison Laurent. Bruno interpréta ce changement comme une trahison organisée. Rebecca tenta de lui expliquer que, pour la première fois, les conversations se déroulaient avec la personne qui avait réellement signé les engagements. Il répondit que c'était impossible à gérer sans confiance. « La confiance n'a pas disparu hier, » dit Rebecca. « Tu la dépensais depuis des mois. » Bruno la fixa. Puis il demanda si elle aussi était du côté d'Hélène. Rebecca se leva lentement et répondit qu'elle était du côté de l'entreprise, des employés et des chiffres réels. « C'est précisément ça le problème, Bruno. Pour toi, quiconque dit que ça ne peut pas continuer comme ça devient automatiquement un ennemi. » La porte se referma derrière elle, avec une douceur qui rendit le silence du bureau encore plus évident. Cette nuit-là, Juliette trouva sur la table une liste écrite à la main par Bruno. Il y avait des noms d'investisseurs potentiels, de clients, d'amis riches et de contacts professionnels. Le sien apparaissait à côté de 3 marques avec lesquelles elle avait travaillé. Plus bas, Bruno avait noté un montant approximatif qu'il espérait obtenir grâce à des avances. Juliette l'attendit, éveillée. Quand il arriva, elle demanda s'il pensait vraiment utiliser ses relations personnelles pour obtenir de l'argent. Bruno répondit que les couples s'entraidaient. Juliette se souvint brusquement de toutes les histoires où il décrivait Hélène comme une femme obsédée par le contrôle de ses décisions. « Tu lui demandais ça à elle aussi ?» demanda-t-elle. Bruno laissa échapper un rire fatigué. « Hélène n'avait pas besoin que je le lui demande. Elle savait ce qu'il fallait faire. » Juliette sentit quelque chose se glacer en elle. La phrase semblait un éloge, mais elle renfermait une attente terrifiante. La femme qui serait aux côtés de Bruno devait anticiper ses problèmes et les résoudre avant même qu'il ne ressente le besoin de demander de l'aide. Juliette ne discuta pas. Elle se dirigea vers la chambre, ferma la porte et s'assit sur le bord du lit, le téléphone entre les mains. Pendant des mois, elle avait imaginé cet appartement comme la preuve que Bruno avait finalement choisi la femme qui comprenait vraiment son ambition. Maintenant, elle savait que l'appartement était loué, que la voiture appartenait à un contrat de location, que les fournisseurs attendaient de l'argent et que l'entreprise avait désespérément besoin de regagner la confiance. Elle pensa à Hélène laissant la bague à côté de la coupe, sans demander d'explication, sans supplier, sans essayer de rivaliser. Alors elle comprit pourquoi cette sérénité l'avait plus effrayée que n'importe quelle insulte. Hélène savait ce qu'elle laissait derrière elle. Juliette ouvrit l'historique des messages avec Bruno et lut une phrase qu'il lui avait envoyée des semaines auparavant. « Avec toi, je pourrais vivre sans sentir que quelqu'un me met des limites. » Pour la première fois, elle se demanda qui avait payé jusqu'alors le prix de cette liberté. Juliette passa la matinée du lundi assise devant une table pleine de papiers qui, jusqu'à récemment, lui aurait semblé appartenir à un monde étranger. Rebecca avait préparé un résumé des paiements,
des contrats et des engagements en suspens pour que Bruno cesse de parler en termes vagues. Chaque ligne avait une date, un montant et un nom. Juliette reconnut certains fournisseurs, car elle les avait vus travailler lors de mariages où Bruno trinquait devant les caméras, promettant de faire de la Maison Laurent la référence du luxe français. Maintenant, elle découvrait que derrière ces images, il y avait des entreprises familiales qui attendaient d'être payées. Bruno faisait les 100 pas, disant que le vrai problème était le manque de confiance causé par Hélène. Rebecca leva les yeux et répondit avec lassitude. Hélène n'a pas créé ces échéances. Elle a juste cessé d'empêcher qu'elles arrivent. Juliette observa Bruno, s'attendant à une réponse percutante. Il n'en eut pas. Il demanda simplement de combien d'argent ils avaient besoin pour tenir jusqu'à vendredi. Le chiffre était suffisamment élevé pour effacer tout reste de légèreté. Bruno parla de nouveau d'investisseurs, d'avances et de contacts. Mais Rebecca insista sur le fait que même s'ils obtenaient de l'argent immédiatement, le modèle resterait défaillant s'ils continuaient à accepter des événements avec des marges insuffisantes et à maintenir des dépenses d'image. Juliette intervint en demandant quelle partie du plan d'Hélène pourrait encore être appliquée. Bruno répondit que presque tout, mais ajouta que sans elle, c'était beaucoup plus difficile car les fournisseurs avaient confiance en sa parole. Cette réponse mit Juliette mal à l'aise. Donc, le plan ne dépendait pas seulement des chiffres, dit-elle. Rebecca secoua lentement la tête. Il dépendait du fait que quelqu'un croit que cette fois, Bruno tiendrait ses promesses. Il réagit avec colère et les accusa toutes les deux de transformer une crise temporaire en un jugement sur son caractère. Juliette regarda de nouveau les documents. Elle ne trouvait pas de conspiration, seulement des promesses répétées, des dates décalées et une entreprise qui avait appris à gagner du temps en utilisant le nom d'une femme qui n'était plus là. De son côté, Hélène reçut ce même matin une proposition envoyée directement par Bruno. L'email avait un objet soigneusement professionnel. Intégration temporaire au comité de redressement. À l'intérieur, il offrait un salaire supérieur à celui qu'elle percevait dans beaucoup de ses projets, un poste officiel et la liberté de réorganiser les opérations. À première vue, cela semblait être exactement ce qu'Hélène avait exigé pendant des mois, une autorité réelle pour corriger des décisions qu'elle ne pouvait jusqu'alors que recommander. Cependant, en lisant les conditions, elle comprit le piège. Bruno voulait qu'elle apparaisse publiquement à ses côtés lors de réunions avec les fournisseurs et les clients, qu'elle participe à des interviews et que son nom figure comme responsable du redressement. Il n'y avait aucune référence à l'annulation de Cannes, à la réduction des dépenses personnelles associées à l'entreprise ou à l'admission de la situation devant les employés. Hélène ferma le document. Bruno ne lui offrait pas le pouvoir de changer le système. Il lui offrait un titre pour que le système puisse à nouveau utiliser sa crédibilité. Hélène répondit en 6 lignes. Elle remercia pour la proposition et expliqua qu'elle n'envisagerait d'aider à une transition que si la Maison Laurent acceptait 3 conditions, une transparence complète sur la situation financière, la priorité aux salaires et aux petits fournisseurs avant toute dépense d'image et la suspension immédiate de l'expansion jusqu'à ce que la stabilité soit retrouvée. Elle exigea également que personne n'utilise plus son nom pour garantir des engagements qu'elle n'avait pas approuvés. Elle ne demanda ni action, ni propriété, ni un poste permanent. Elle n'exigea pas non plus que Bruno s'excuse publiquement pour son infidélité. Elle sépara le mariage de l'entreprise avec une précision qu'il avait toujours été incapable de maintenir. 1 heure plus tard, sa réponse arriva. Bruno écrivit que l'acceptation de ces conditions sèmerait la panique, nuirait à la marque et transmettrait une image de faiblesse au marché. Hélène lut le message 2 fois, puis l'archiva. Elle n'avait plus besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Son refus prouvait qu'il préférait toujours paraître fort plutôt que de commencer à être responsable. Juliette apprit la nouvelle de la bouche de Bruno lui-même, mais dans une version différente. Il dit qu'Hélène essayait de prendre le contrôle de la Maison Laurent en profitant de la crise. Juliette demanda quelles étaient ses exigences. Bruno répondit qu'elle voulait imposer des conditions absurdes, arrêter Cannes et révéler des informations sensibles. Quand Juliette demanda à lire l'email, il se montra agacé. « Maintenant, tu vas m'auditer toi aussi ?» Elle insista. Finalement, Bruno lui montra le message. Juliette le lut en silence et sentit une étrange honte. Il n'y avait ni menace, ni exigence personnelle. Seulement des conditions commerciales que Rebecca défendait depuis des jours. « On dirait pas qu'elle veut te prendre ton entreprise, » dit-elle. Bruno se passa une main sur le visage. « Tu ne comprends pas comment Hélène fonctionne. Elle transforme toujours tout en règle. » Juliette se souvint des mots qu'il avait utilisés des mois auparavant pour décrire sa femme. Froide, autoritaire, incapable de le laisser respirer. Pour la première fois, elle se demanda si ces règles n'avaient pas simplement été des limites contre des décisions qu'il ne voulait pas affronter. Cet après-midi-là, Juliette se rendit à une réunion avec une marque de joaillerie qui avait travaillé avec elle avant la Maison Laurent.
Bruno lui avait demandé d'explorer un parrainage anticipé. Elle présenta la proposition de collaboration sans mentir, mais le directeur commercial posa des questions de base sur la solvabilité, le calendrier et les garanties. Juliette ne put répondre avec certitude. Quand elle appela Bruno pour demander des informations concrètes, il lui dit de ne pas entrer dans les détails et de vendre d'abord la vision. Quand ils seront vraiment intéressés, on ajustera les chiffres, expliqua-t-il. Juliette sentit sa mâchoire se crisper. Mon nom est aussi en jeu dans cette réunion. Bruno répondit que c'était précisément pour cela qu'il avait besoin qu'elle soit convaincante. Pendant des mois, Juliette avait interprété cette confiance comme une reconnaissance. Maintenant, elle entendait quelque chose de différent. Bruno ne faisait pas la distinction entre aimer quelqu'un et utiliser les ressources de cette personne pour se protéger. Hélène apportait une crédibilité financière et elle, des contacts dans le monde des marques. Pour lui, les deux semblaient faire naturellement partie du lot quand on était à ses côtés. En revenant au bureau, elle trouva Rebecca en train de consulter d'anciens emails. Juliette s'arrêta devant son bureau et posa une question qu'elle avait jusqu'alors évitée. Hélène a-t-elle mis de l'argent personnel dans l'entreprise? Rebecca secoua la tête. Elle expliqua qu'Hélène avait toujours maintenu ses comptes séparés et que c'était justement pour cela qu'il était absurde de la qualifier d'intéressée. Sa contribution avait été autre. Négocier, organiser les informations, convaincre les fournisseurs d'attendre et empêcher Bruno de prendre des décisions encore pires. Et elle le faisait parce que c'était son travail? Demanda Juliette. Rebecca mit un instant à répondre. Non, elle le faisait parce que c'était son mari. La phrase resta suspendue entre elles. Puis, Rebecca ouvrit un dossier numérique contenant d'anciennes versions du plan de redressement. Dans chacune d'elles figuraient des propositions d'Hélène pour réduire les dépenses, annuler des projets et établir des limites de risque. Plusieurs portaient des commentaires de Bruno reportant les décisions parce que ce n'était pas encore le moment. Juliette eut l'impression d'observer des années d'avertissement transformées en contrariété. Rebecca lui montra ensuite une chaîne d'emails où Bruno demandait du temps à différents fournisseurs. Dans l'un, il écrivait que Hélène est personnellement engagée dans la solution. Dans un autre, il affirmait que son expérience assurera une restructuration ordonnée. Dans un troisième, il mentionnait que sa femme ne permettra jamais que de petits artisans subissent des pertes. Juliette détourna le regard de l'écran. Elle a vu ça? Rebecca répondit que seuls quelques messages lui étaient parvenus avant la séparation. Bruno savait exactement quelle facette d'Hélène inspirait confiance aux gens, ajouta-t-elle. Il savait qu'elle se sentait responsable de ceux qui pourraient être lésés, et il savait aussi que s'il mettait ces personnes en face d'elle, elle aurait du mal à partir. Juliette sentit un frisson. Pendant des mois, elle avait pensé que le mariage survivait parce qu'Hélène s'accrochait à Bruno. Maintenant, elle commençait à entrevoir une possibilité beaucoup plus inconfortable. Peut-être que c'était Bruno qui avait appris à la garder près de lui, en utilisant la responsabilité comme une corde. Cette nuit-là, Juliette confronta Bruno. Elle ne lui parla pas de l'infidélité ni d'Hélène comme rivale. Elle lui demanda pourquoi il avait promis à tant de gens que sa femme résoudrait les problèmes sans lui demander sa permission. Bruno répondit que dans un mariage, tout n'avait pas besoin d'une autorisation formelle. Juliette insista sur le fait qu'elle ne parlait pas de choisir un restaurant, mais de compromettre la réputation professionnelle de quelqu'un. Il perdit patience. Il dit qu'Hélène avait toujours compris que le succès de la maison Laurent profitait aussi à sa vie et qu'une épouse devait soutenir son mari quand les choses se compliquaient. « Même après que tu l'aies trompé ?» demanda Juliette. Bruno garda le silence. Puis il répondit que les affaires sentimentales étaient différentes. Juliette le fixa. « Pas pour elle. Tu voulais qu'elle cesse d'être ta femme au lit, mais qu'elle continue de l'être quand les factures arrivaient. » Bruno se leva et l'accusa de répéter le discours d'Hélène. Juliette ne recula pas. Elle demanda ce qu'il attendait exactement de la femme qui serait à ses côtés. Bruno répondit qu'il avait besoin d'une partenaire qui croit en lui et ne fuit pas quand les choses devenaient difficiles. « Hélène n'a pas fui quand c'était difficile », répondit Juliette. « Elle est partie quand tu l'as humiliée devant tout Paris. » Bruno affirma qu'elle préparait sa sortie depuis des mois et qu'elle avait probablement utilisé la crise pour la justifier. Juliette pensa au gala, au calme d'Hélène, à l'absence de toute tentative de s'emparer de l'argent ou de l'entreprise. Si elle avait voulu le détruire, elle aurait pu causer bien plus de dégâts en faisant simplement fuiter des informations. Au lieu de cela, elle s'était contentée de retirer son nom. Juliette formula alors une question que Bruno n'attendait pas. « Si Hélène était aussi inutile, froide et autoritaire que tu me l'as dit, pourquoi tout le monde panique-t-il dès qu'elle arrête de t'aider ?» Bruno resta immobile, et son silence répondit mieux que n'importe quelle explication. Hélène, entre-temps, avait commencé à retrouver des bribes de sa propre routine. Elle recommença à travailler avec un client étranger à la maison Laurent. Elle marchait dans Paris sans attendre de messages urgents de Bruno,
et passa un après-midi entier avec une amie qu'elle avait à peine vue au cours de la dernière année. Cependant, chaque fois que son téléphone affichait un numéro lié à l'entreprise, elle ressentait l'ancien besoin d'intervenir. Firmin l'appela pour l'informer que Bruno avait proposé un paiement partiel et un nouveau calendrier. Hélène demanda s'il considérait cela acceptable. Firmin répondit que oui, à condition que ce soit mis par écrit. Elle faillit proposer de vérifier le document, mais se retint. « Si vous avez besoin d'un conseil indépendant, je peux vous recommander quelqu'un, dit-elle. Mais ce n'est pas à moi de le valider. » Firmin comprit. Avant de raccrocher, il la remercia pour quelque chose auquel Hélène ne s'attendait pas. « Vous faites plus pour nous en nous laissant traiter directement avec lui qu'en lui bouchant un autre trou. » Ces mots accompagnèrent Hélène tout l'après-midi. Pendant des années, elle avait confondu protéger les autres avec intervenir systématiquement. Maintenant, elle comprenait que ces sauvetages avaient aussi eu un effet secondaire. Bruno n'avait jamais eu à développer la crédibilité qu'exigeait sa position. Quand une négociation se tendait, Hélène apparaissait. Quand un fournisseur se méfiait, elle appelait. Quand Rebecca signalait un problème, Hélène concevait un plan. Chaque succès temporaire renforçait chez Bruno l'idée que son instinct était le bon. Car à la fin, les choses s'arrangeaient. Il ne voyait jamais la quantité d'énergie que sa femme dépensait pour éviter le désastre. Hélène ressentit de la douleur en reconnaissant sa propre participation à ce cycle. Elle n'était pas coupable des décisions de Bruno, mais elle pouvait décider de ne plus en absorber les conséquences. Cela rendait sa séparation plus profonde que le simple fait de quitter un mari infidèle. Cela signifiait abandonner une fonction qu'elle avait confondue avec l'amour. 2 jours plus tard, Bruno demanda à Hélène de le rencontrer dans un hôtel où ils avaient l'habitude de voir des clients. Elle accepta uniquement parce qu'elle voulait clarifier toute ambiguïté professionnelle. Bruno arriva élégant, parfumé, et avec l'expression de quelqu'un qui tente de reprendre le contrôle par sa présence. Il commença par lui rappeler les premières années de leur mariage, quand la maison Laurent était à peine en croissance et qu'il célébrait chaque nouveau contrat. Puis il dit qu'il pouvait surmonter la trahison si elle cessait de la mélanger avec l'entreprise. Hélène l'écouta jusqu'au bout. « C'est toi qui les as mélangés, » répondit-elle. « Tu as utilisé le fait que j'étais ta femme pour promettre mon travail sans me le demander. » Bruno insista sur le fait qu'il avait tout fait pour maintenir à flot une compagnie qui faisait aussi partie de leur vie. Hélène secoua calmement la tête. « J'ai choisi de t'aider de nombreuses fois. Tu as transformé ces choix en une obligation permanente. » Puis elle répéta ces 3 conditions pour toute transition. Bruno les rejeta de nouveau. La réunion se termina en moins de 20 minutes. Avant qu'Hélène ne se lève, Bruno fit une dernière offre. Il dit qu'il pouvait la nommer directrice du redressement, lui donner un salaire extraordinaire et lui permettre de contrôler chaque décision pendant 6 mois. Cela semblait généreux, jusqu'à ce qu'il ajoute qu'il avait besoin d'annoncer son retour cette semaine-là même pour rassurer les clients et les fournisseurs. Hélène sourit tristement. « Tu ne veux pas que je revienne parce que tu as confiance en mon plan. Tu veux que je revienne parce que tu as besoin qu'on me voie à tes côtés. » Bruno répondit que l'image faisait aussi partie des affaires. « Exactement, dit-elle. Et pendant trop longtemps, j'ai fait partie de ton image de stabilité. » Hélène prit son sac et se leva. Bruno l'accusa d'abandonner les employés. Elle s'arrêta. « Les employés ont besoin d'une entreprise qui fonctionne sans dépendre du fait que ta femme te pardonne. » Puis elle partit. Bruno resta assis à regarder une chaise vide, qu'il ne pouvait pour la première fois pas remplir avec une promesse. Juliette apprit la nouvelle de la réunion ce soir-là. Bruno arriva à l'appartement furieux et annonça qu'Hélène avait rejeté une offre que n'importe quel professionnel accepterait. Juliette demanda s'il avait accepté les conditions de transparence et de réduction des dépenses. Bruno répondit qu'il ne pouvait pas livrer le contrôle du récit à des gens qui ne comprenaient pas le marché. « Alors elle n'a pas rejeté le travail, » dit Juliette. Elle a refusé de faire semblant que rien n'a changé. Bruno la regarda avec irritation. « Depuis quand es-tu son avocate ?» Juliette secoua la tête. Elle ne défendait pas Hélène. Elle ressentait encore de la honte en se rappelant comment elle avait pris la main d'un homme marié devant sa femme et attendu de la voir s'effondrer. Mais elle ne pouvait plus continuer à utiliser le portrait que Bruno avait peint pour justifier sa propre conduite. « Je n'ai pas besoin de la défendre pour voir ce que tu fais, » répondit-elle. Bruno se servit un verre et dit que Juliette découvrirait bientôt qu'Hélène était experte pour faire culpabiliser les autres. La preuve arriva le lendemain. Bruno demanda à Juliette d'utiliser un contact personnel dans une agence internationale pour annoncer une collaboration encore non signée. Elle refusa car cela pouvait compromettre son nom. Bruno répondit que sans prendre de risques, personne ne construisait rien. Juliette demanda s'il serait prêt à mettre par écrit que la décision était exclusivement la sienne. Bruno s'irrita immédiatement. « Ne sois pas ridicule, nous sommes ensemble. » Ces 2 mots firent comprendre à Juliette d'un seul coup le mécanisme complet. « Nous sommes ensemble ». Cela signifiait « Ta réputation peut me soutenir, tes contacts peuvent me sauver,
Ton temps m'appartient quand j'ai des problèmes. Elle se souvint des emails sur Hélène et eut l'impression d'observer son propre avenir. C'est ce que tu lui disais à elle? Demanda-t-elle. Bruno frappa la table de la main. Hélène savait quelle était sa responsabilité. Juliette resta immobile. Sa responsabilité en tant que quoi? Bruno répondit sans réfléchir. En tant que ma femme. Le silence qui suivit fut si long que Bruno sembla réaliser trop tard ce qu'il avait dit. Il tenta de se corriger, expliquant que dans une famille, tout le monde devait se soutenir. Juliette, cependant, n'écoutait plus. Elle se souvint de chaque occasion où elle avait méprisé Hélène pour avoir vérifié des budgets, remis en question des fêtes et exigé de la prudence. Bruno lui avait présenté ses actions comme les signes d'une femme incapable d'aimer sans contrôler. Maintenant, l'image s'inversait. Être qu'Hélène avait passé des années à essayer de l'empêcher de confondre le désir avec la possibilité. Juliette demanda si, après tout ce qui s'était passé, il s'attendait à ce que sa femme continue à faire exactement la même chose. Bruno répondit qu'il n'aurait pas été nécessaire d'en arriver là si elle avait eu un peu plus de patience. Juliette sentit un mélange de rage et de peur. L'infidélité, l'humiliation publique, les factures et les engagements semblaient encore, pour Bruno, être des problèmes causés par la réaction des autres, jamais par ses propres décisions. À la fin de cette semaine, Juliette demanda à rencontrer Hélène. Celle-ci hésita avant d'accepter, mais choisit un café bondé et précisa qu'elle ne parlerait ni de réconciliation, ni ne servirait d'intermédiaire avec Bruno. Juliette arriva sans maquillage élaboré, sans talons hauts et sans la confiance agressive du gala. Pendant quelques minutes, aucune ne sut comment commencer. Finalement, Juliette dit « Je ne suis pas venue te demander pardon pour me sentir mieux. Je sais que ce que j'ai fait était mal. » Hélène l'observa en silence. Juliette continua, expliquant qu'elle avait découvert les dettes, les promesses et la manière dont Bruno utilisait les noms de ses proches quand il avait besoin de soutien. Puis elle posa la question qui la hantait depuis des jours. « Cette nuit-là, quand tu as dit que je pouvais le garder, tu savais déjà tout ça ?» Hélène posa sa tasse sur la soucoupe et répondit sans cruauté. « Je ne connaissais pas chaque chiffre, mais je connaissais le schéma. » Juliette demanda ce que cela signifiait. Hélène regarda par la fenêtre avant de répondre. Bruno promet d'abord et réfléchit après. Quand quelque chose ne va pas, il cherche quelqu'un qui peut arranger ça. Pendant longtemps, c'était moi. Il me disait que c'était parce qu'il me faisait confiance, parce que nous étions une équipe, parce qu'une épouse n'abandonne pas son mari, et je voulais le croire. Juliette déglutit. Il dit que tu transformais tout en règles. Hélène faillit sourire. Les règles, c'était de payer avant de dépenser, de ne pas promettre ce que tu ne peux pas tenir, et de ne pas utiliser le nom de quelqu'un d'autre sans sa permission. Juliette baissa les yeux. Tout cela sonnait beaucoup moins cruel quand c'était exprimé sans la voix de Bruno pour l'interpréter. Puis, Hélène ajouta quelque chose que Juliette n'oublierait pas. « Je ne suis pas partie parce qu'il avait des dettes. Les entreprises peuvent avoir des problèmes et les gens peuvent se tromper. Je suis partie parce qu'il a transformé chaque conséquence en une preuve d'amour pour quelqu'un d'autre. » Juliette leva les yeux. Hélène continua. « Si je payais le prix de ses décisions, je l'aimais. Si je lui mettais des limites, je le trahissais. Et maintenant, il commence à te poser la même question. » Juliette ne répondit pas. Hélène n'eut pas besoin de connaître les détails pour deviner juste. Après quelques secondes, Juliette avoua que Bruno lui avait demandé des contacts, des avances et de risquer sa réputation. « Je pensais qu'il me laissait entrer dans sa vie », murmura-t-elle. Hélène secoua doucement la tête. « Il te laisse entrer dans ses conséquences. » Juliette sentit sa gorge se nouer. Finalement, elle demanda ce qu'elle devait faire. Hélène se leva. « Ça, il ne m'appartient plus de le décider pour aucune de nous deux. » Juliette se leva aussi. Mais avant de prendre congé, elle posa de nouveau la question sur la phrase de cette nuit-là. Hélène prit son sac et la regarda avec une sérénité qui ne semblait plus de l'arrogance. « Quand je t'ai dit que tu pouvais le garder, je n'essayais pas de te faire peur. J'arrêtais de me battre pour quelqu'un qui avait fait de mon amour un filet de sécurité. » Juliette resta immobile tandis qu'Hélène s'éloignait entre les tables. Puis elle l'entendit prononcer une dernière phrase avant de sortir. « Je savais juste quelque chose que tu ne savais pas encore, Juliette. Bruno appelle toujours amour ce que les autres portent pour lui. » La porte se referma et Juliette resta à regarder son reflet dans la vitre. Pour la première fois depuis le gala, elle ne se demanda plus si elle avait gagné Bruno. Elle se demanda combien de temps il mettrait à exiger qu'elle prouve à quel point elle l'aimait. Il fallut moins d'une semaine à Bruno pour comprendre que perdre Hélène comme épouse était douloureux, mais la perdre comme garantie silencieuse pouvait détruire l'équilibre qui avait soutenu la maison Laurent pendant des années. 3 clients importants demandèrent à revoir les conditions avant de confirmer de nouveaux événements. 2 fournisseurs exigèrent des paiements d'avance et Rebecca annonça qu'elle ne pouvait plus autoriser de frais de représentation tant qu'il y avait des salaires en attente de versement. Bruno réagit comme toujours. Il chercha une solution qui n'exigeait pas de changer son comportement.
Il appela Hélène et lui proposa de se rencontrer en privé. Elle refusa l'appartement, le bureau et tout lieu associé à l'entreprise. Ils finirent donc assis dans une salle de réunion louée à l'heure. Bruno arriva avec un dossier, un sourire maîtrisé et une demande inattendue. Il ne voulait pas qu'elle revienne à la maison, il voulait qu'elle apparaisse à ses côtés pendant 48 heures. Hélène ne répondit pas immédiatement. Bruno expliqua qu'un groupe de clients et de partenaires assisterait à une présentation importante et que la voir à ses côtés suffirait à transmettre une image de stabilité. Il n'insista pas sur une réconciliation, ni même sur le besoin de feindre de l'affection. Il suffisait d'entrer ensemble, de s'asseoir ensemble, et de laisser les autres interpréter que la séparation était une affaire personnelle, sans conséquences commerciales. Hélène l'écouta jusqu'à la fin. Puis elle demanda s'il comptait annuler Cannes, réduire les dépenses d'image et accepter le plan de paiement en priorisant les salaires et les petits fournisseurs. Bruno fronça les sourcils. Il dit que ce sujet pouvait être discuté plus tard. « Donc, tu n'as pas besoin de ma présence pour résoudre une crise », répondit-elle. « Tu as besoin de ma présence pour la cacher. » Bruno nia, parlant de confiance, de perception et de marché sensible. Hélène referma le dossier qu'il avait placé devant elle. « Tu essaies d'utiliser notre mariage, le même mariage que tu as humilié publiquement, comme garantie commerciale. » Bruno perdit une partie de sa sérénité. Il dit qu'elle était injuste, que des centaines de personnes dépendaient de la maison Laurent et que 2 jours d'apparence pouvaient éviter des décisions précipitées. Hélène sentit l'ancienne impulsion de céder en entendant le mot « employé », mais cette fois, elle ne la confondit pas avec la responsabilité. « Veux-tu que je vienne parce que tu vas changer la façon de gérer l'entreprise ?» Bruno ne répondit pas. « Veux-tu que je vienne parce que tu as appris quelque chose de tout ça ?» Silence à nouveau. Hélène le regarda avec tristesse. « Veux-tu que je vienne parce que pendant des années, les gens ont pensé que si je restais avec toi, quelqu'un surveillait le fond du navire ?» Bruno tapota doucement la table avec ses doigts. « Tu ne peux pas laisser tout le monde payer pour ce qui s'est passé entre nous. » Hélène secoua la tête. « Je ne fais pas payer, j'arrête de leur mentir par ma présence. » Puis elle se leva. Bruno prononça son nom avec désespoir, mais elle sortit sans regarder en arrière. Ce même après-midi, Rebecca réunit la mère de Bruno avec plusieurs responsables internes et exposa la situation sans phare. Elle avait évité pendant des semaines d'entendre les chiffres complets car elle avait toujours confiance qu'Hélène trouverait une solution. Maintenant, elle voyait pour la première fois à quel point la maison Laurent dépendait de reports, d'attentes et de décisions jamais exécutées. Elle demanda pourquoi personne ne l'avait alertée plus tôt. Rebecca prit une profonde inspiration. Nous l'avons fait de nombreuses fois, mais quand Bruno disait qu'Hélène travaillait sur une solution, nous respirions tous. La mère de Bruno baissa les yeux. Elle se souvint de dizaines d'appels à sa belle-fille. Un contrat que Bruno avait accepté trop vite, un client en colère, un fournisseur impatient, un investissement douteux. Elle disait toujours la même chose. « Hélène, parle-lui. » Elle n'avait jamais dit « Bruno, résous-le ». La différence lui parut insupportable maintenant. Sans le vouloir, elle aussi avait appris à son fils que chaque erreur était accompagnée d'une femme prête à amortir la chute. Juliette vivait une version plus intime de la même révélation. Bruno ne l'emmenait plus au restaurant ni ne parlait de voyages futurs. Chaque conversation se terminait par des contacts, de l'argent ou des stratégies pour gagner du temps. Un soir, il lui demanda directement d'utiliser ses économies pour couvrir un paiement urgent et promit de les lui rendre en quelques semaines. Juliette le fixa, incrédule. Ce n'était pas une somme qu'elle pouvait donner sans mettre en péril sa propre stabilité. Quand elle refusa, Bruno ne cria pas. Sa réaction fut pire. Il resta silencieux, la regarda avec déception et dit « Je pensais que toi tu étais vraiment avec moi ». Juliette sentit un coup dans la poitrine. Elle demanda si son amour se mesurait à la quantité d'argent qu'elle était prête à perdre. Bruno répondit que les couples cédaient quand les problèmes arrivaient. « Je suis arrivé après les problèmes », dit-elle, « seulement tu me les as cachés ». Il détourna le regard et murmura qu'Hélène aussi avait commencé à parler comme ça. Juliette comprit alors que Bruno ne comparait pas 2 femmes par amour, il les comparait par leur utilité. Hélène avait apporté crédibilité, organisation, patience et des années de travail invisibles. Maintenant, il attendait de Juliette qu'elle offre ses contacts, son image et son argent. La place de l'amante qu'elle avait désirée pendant des mois commençait à ressembler un peu trop au poste dont Hélène venait de s'échapper. Juliette se souvint du gala, de sa robe rouge, de sa main sur le bras de Bruno et des regards de ceux qui attendaient un scandale. Elle avait cru que le silence d'Hélène était une défaite. Maintenant, il lui semblait être une décision prise par quelqu'un qui connaissait le poids exact de ce qu'elle lâchait. « Je ne vais pas te donner mes économies », dit-elle fermement. Bruno répondit qu'il ne s'attendait pas à tant de froideur. Juliette sentit la rage monter. « Ce n'est pas de la froideur de me protéger d'une dette que tu as créée. » Il l'accusa de ne penser qu'à elle-même.
Juliette sut à cet instant qu'elle écoutait le même mécanisme. Pendant ce temps, Hélène n'était pas disposée à abandonner les travailleurs à une chute désordonnée. Elle convoqua la mère de Bruno, Rebecca, Firmin et 2 représentants de petits fournisseurs dans un bureau neutre. Elle précisa dès le début qu'elle ne parlait ni en tant qu'épouse de Bruno, ni en tant que future directrice, mais qu'elle exposerait simplement une structure viable que chacun pouvait accepter ou rejeter. Elle proposa de geler temporairement l'expansion de Cannes, de vendre ou d'annuler les contrats de luxe superflus, de prioriser les salaires et les dettes envers les petites entreprises, de renégocier les délais avec les créanciers plus importants et de placer la gestion quotidienne de la trésorerie sous une supervision indépendante pendant la reprise. Elle ne promit pas de sauver la maison Laurent. Elle promit que si tout le monde voyait les mêmes chiffres, il pourrait cesser de se battre pour savoir qui serait le dernier à être trompé. Firmin fut le premier à acquiescer. « Je peux attendre un peu plus si je sais que l'argent ne sera pas dépensé dans une autre fête. » Rebecca soutint le plan sans réserve. La mère de Bruno demanda ce qui arriverait à Bruno s'ils acceptaient cette structure. Hélène répondit avec précision. Il resterait lié à l'entreprise, mais ne pourrait pas disposer librement de la trésorerie, ni assumer de nouvelles obligations sans supervision pendant une période déterminée. La mère de Bruno pâlit. « Ça va le détruire. » Hélène la regarda avec un mélange de compassion et de fermeté. « Non, ça l'obligera à ressentir quelque chose que tous les autres ressentent depuis des mois, des limites. » La mère de Bruno ouvrit la bouche, mais ne trouva pas de réponse. Hélène continua d'expliquer que l'objectif n'était pas de le punir, mais d'empêcher que son besoin de maintenir une image ne cause plus de dommages. Si Bruno collaborait, la maison Laurent pourrait encore honorer ses contrats et retrouver progressivement sa stabilité. S'il refusait, les fournisseurs et les travailleurs devraient se protéger séparément. La différence entre les 2 options n'était pas de savoir si quelqu'un aimait Bruno, mais si Bruno acceptait que l'entreprise ne pouvait plus fonctionner au gré de ses impulsions. Quand la mère de Bruno apporta la proposition à son fils, il réagit comme si Hélène avait préparé un coup d'État pour lui arracher l'entreprise. Il accusa sa mère de le trahir et Rebecca de profiter de la crise pour gagner du pouvoir. Pour la première fois, la mère n'appela pas Hélène pour servir de médiatrice. Elle s'assit en face de Bruno et lui demanda combien exactement il devait à Firmin. Il répondit que Rebecca avait ses chiffres. Elle demanda combien coûtait l'entretien de l'appartement d'entreprise, du véhicule et des campagnes d'image. Bruno dit à nouveau que c'était Rebecca qui gérait cela. « Alors, dis-moi ce que tu sais, toi » exigea-t-elle. Bruno resta silencieux. Sa mère ressentit une honte profonde, non pas parce que son fils ignorait chaque chiffre, mais parce qu'elle avait passé des années à défendre son autorité, tandis que d'autres personnes faisaient le travail qui rendait cette autorité possible. « Hélène ne te prend rien, dit-elle. Elle te laisse avec ce que tu as toujours dit être à toi. » Bruno répondit que sa femme manipulait tout le monde par ressentiment. Sa mère secoua lentement la tête. Si elle voulait te détruire, elle n'aurait pas présenté un plan pour sauver les emplois. Il répliqua que le plan exigeait de l'humilier devant l'entreprise. Sa mère le regarda durement. L'humiliation, c'était d'amener ta maîtresse à un gala devant ta femme. Ça s'appelle de la supervision. Bruno se leva brusquement. Pendant des années, sa mère avait été l'une des rares personnes capables de le défendre, même quand il avait tort. Entendre cette phrase le laissa sans son refuge habituel. Il tenta de rappeler à sa mère tout ce qu'il avait fait pour faire de la maison Laurent une marque reconnue. Elle ne le nia pas. « Tu as aussi fait de bonnes choses », répondit-elle. « Mais chaque fois que tu échouais, j'appelais Hélène. Et chaque fois qu'elle arrangeait quelque chose, tu pensais que cela signifiait que tu avais eu raison. » Elle respira profondément. « Moi aussi, je t'ai mal éduqué. » La réunion suivante avec les fournisseurs fut décisive. Bruno s'y rendit, convaincu qu'il pourrait regagner leur confiance grâce à une présentation élégante et à un nouveau calendrier de croissance. Hélène n'était pas là. Cette absence modifia l'atmosphère avant même qu'il ne prononce le premier mot. Bruno parla d'événements futurs, d'accords en négociation et de nouvelles opportunités. Firmin attendit la fin et demanda quel montant il pouvait virer cette semaine-là. Bruno répondit avec un chiffre partiel. Un autre fournisseur demanda quels frais de représentation avaient été suspendus. Bruno expliqua que la marque avait besoin de maintenir sa présence. Rebecca intervint et présenta la proposition de supervision. Pour la première fois, chaque personne dans la salle disposait de la même information. Bruno ne pouvait plus promettre à l'un qu'il serait payé avant les autres, sans que les autres le sachent. Le mécanisme qu'il avait utilisé pendant des mois se retrouva sans recoin sombre. Les uns après les autres, les fournisseurs déclarèrent qu'ils n'accepteraient de nouvelles dates que si le plan était commun, écrit et vérifiable. Bruno sentit qu'il perdait le contrôle d'une salle qu'il avait dominée pendant des années avec assurance et charme. Il regarda Rebecca et lui ordonna d'arrêter la présentation. Elle répondit que toutes les données étaient réelles et que les cachets ne feraient qu'empirer la situation.
Bruno demanda qui avait autorisé ce document. Firmin répondit avant tout le monde. Nous, il ne parlait pas d'un conseil secret ni d'une conspiration. Il parlait des personnes à qui l'on devait de l'argent. Bruno tenta de leur rappeler leurs années de relation, mais Firmin répondit calmement « C'est précisément à cause de ces années que je ne veux pas couler votre entreprise, mais je ne vais pas non plus couler la mienne, pour que vous continuiez à faire semblant que rien ne se passe ici. » La phrase produisit un silence épais. Bruno regarda vers la porte, espérant peu être qu'Hélène apparaîtrait comme tant d'autres fois. La porte ne s'ouvrit pas. Personne ne vint traduire sa fierté en une solution. Juliette reçut un appel de Bruno à la fin de la réunion. Il lui demanda de venir à l'appartement car il avait besoin de parler. Elle arriva 1 heure plus tard et le trouva entouré de documents, accusant tout le monde d'avoir formé un bloc contre lui. Il lui dit qu'il avait juste besoin d'un peu de loyauté pour surmonter la crise. Juliette demanda ce que « loyauté » signifiait cette fois. Bruno répondit qu'elle pourrait obtenir un petit prêt personnel ou utiliser temporairement une ligne de crédit à son nom. Juliette le regarda pendant plusieurs secondes. Puis elle posa les clés de l'appartement sur la table. Bruno ne comprit pas. « Je ne ferai pas ça », dit-elle. Il demanda si elle mettait fin à leur relation pour de l'argent. Juliette sentit une amère ironie. « Je n'y mets pas fin parce que chaque fois que quelqu'un te met une limite, tu transformes cette limite en une preuve de son amour pour toi. » Bruno prononça le nom d'Hélène avec mépris. Juliette secoua la tête. « Je n'ai pas besoin qu'elle me convainque. Tu le fais tout seul. » Bruno l'accusa de l'avoir utilisée pour entrer dans des cercles auxquels elle n'aurait jamais eu accès par elle-même. Juliette n'essaya pas de nier son ambition. « Oui, » répondit-elle, « j'ai voulu ton nom, tes fêtes, tes contacts et la place d'Hélène. Je savais que tu étais marié et j'ai choisi de participer à son humiliation. C'est ma part et je devrais vivre avec. » Bruno parut déconcerté par un aveu qu'il ne pouvait pas utiliser contre elle. Juliette continua. « Mais avoir fait quelque chose de terrible ne signifie pas que je doive continuer à le faire pour prouver que je t'aime. » Il affirma qu'elle l'abandonnait au moment où il avait le plus besoin d'elle. Juliette prit son sac. « C'est la même chose que tu as dit à ta femme après l'avoir trahi, n'est-ce pas ?» Bruno ne répondit pas. Juliette ouvrit la porte et, avant de partir, ajouta « Hélène ne m'a pas fait perdre mon sourire cette nuit-là. Je l'ai perdu parce que pendant quelques secondes, j'ai compris que tu avais besoin qu'une autre femme occupe son poste, pas son cœur. » Le départ de Juliette ne provoqua chez Hélène aucun sentiment de victoire. Elle l'apprit par Rebecca, qui mentionna le sujet lors d'un appel concernant le plan des fournisseurs. Hélène garda le silence quelques secondes et dit que cela ne changeait rien aux conditions. Elle ne voulait pas que quiconque interprète la rupture comme une raison de retourner avec Bruno, ni d'adoucir les mesures. Rebecca comprit. Elle lui raconta également que plusieurs employés étaient prêts à accepter des ajustements temporaires si les salaires de base étaient garantis et les dépenses superflues suspendues. Hélène répondit qu'il était important que ces décisions ne soient pas prises sous la pression émotionnelle. Que tout le monde sache ce qui est sauvé et ce qui est sacrifié. Puis elle raccrocha et resta à regarder la fenêtre de son petit bureau. La femme qui, quelques mois plus tôt, aurait couru aux côtés de Bruno en apprenant la nouvelle, n'avait pensé qu'à une chose, que l'entreprise avait besoin de règles capables de survivre, même quand elle ne serait pas là. 2 jours plus tard eut lieu la réunion qui déciderait si la maison Laurent continuerait à fonctionner sous le plan de redressement. Bruno arriva accompagné uniquement de son avocat. Sa mère était assise avec Rebecca, Firmin et 2 représentants de fournisseurs. Hélène avait accepté d'assister uniquement pour expliquer la structure qu'elle avait conçue. Elle n'avait ni droit de vote, ni l'intention de rester. Bruno la regarda avec un mélange de rage et de supplication. Avant de commencer, il demanda à lui parler en privé. Hélène refusa. « Ce que tu as à dire sur l'entreprise, dis-le devant ceux qui en supporteront les conséquences. » Bruno prit une profonde inspiration et commença à parler. Pendant plusieurs minutes, il blâma le retrait soudain de la confiance, la réaction des fournisseurs et les dommages d'image provoqués par la séparation. Hélène n'interrompit pas. Quand il eut terminé, Rebecca projeta une chronologie qui montrait que le manque de liquidité avait commencé bien avant le gala. Bruno regarda les données, puis Hélène. « Tu savais que ça pouvait arriver. » Elle acquiesça. « C'est pour ça que je te demandais des changements depuis des mois. » Il demanda pourquoi elle avait choisi précisément ce moment pour se retirer. La salle resta silencieuse. Hélène répondit sans élever la voix. « Parce que j'ai compris que tant que je continuerais à absorber les conséquences, tu n'aurais jamais de véritable raison de changer. » Bruno l'accusa d'utiliser les employés et les fournisseurs pour lui donner une leçon. Firmin intervint. « Nous ne sommes pas une leçon. Nous sommes des gens à qui vous devez de l'argent. » Ces mots démontèrent toute tentative de transformer la réunion en un drame conjugal. La mère de Bruno baissa les yeux. Juliette n'était plus là. Hélène n'était pas son bouclier. Sa mère ne le défendait pas. Les fournisseurs parlaient directement. Pour la première fois,
Bruno était entouré uniquement des résultats de décision qui portaient sa propre signature. Rebecca présenta les deux options. La première permettait de maintenir la Maison Laurent opérationnelle avec une réduction sévère des dépenses, l'annulation de l'expansion et une supervision indépendante de la trésorerie et des nouvelles obligations. Bruno conserverait son lien avec l'entreprise, mais pas le contrôle unilatéral pendant la reprise. La seconde était de rejeter l'accord. Dans ce cas, plusieurs fournisseurs suspendraient leurs services. Certains clients demanderaient des garanties supplémentaires et l'entreprise devrait faire face à chaque engagement sans le filet de confiance qu'elle avait perdu. Bruno demanda si Hélène reviendrait s'il acceptait. Elle secoua la tête. Ceci n'est pas une négociation sur notre mariage. Il insista sur le fait que son expérience restait nécessaire. Hélène répondit « Mon plan doit fonctionner même si je disparais demain. S'il dépend de mon retour pour te secourir, alors ce n'est pas un plan. » Bruno baissa les yeux vers les documents. Il ne ressemblait pas à un entrepreneur vaincu. Il ressemblait à un homme qui comprenait pour la première fois qu'aucune porte dérobée ne restait ouverte. Firmin fit glisser l'accord vers lui. « Je ne vous demande pas de vous agenouiller, dit-il. Je vous demande de commencer à tenir vos engagements. » Bruno tenait le stylo sans signer. Il regarda sa mère, mais elle ne dit rien. Il regarda Rebecca, qui garda les yeux sur les chiffres. Finalement, il regarda Hélène. Pendant des années, ce regard avait suffi à déclencher en elle un besoin immédiat de l'aider, de le protéger ou de trouver une troisième option qui éviterait la douleur. Cette fois, Hélène resta immobile. Bruno comprit quelque chose de terrible pour lui et de libérateur pour tous les autres. Il n'y avait pas de troisième option cachée dans la compassion de sa femme. Firmin désigna les deux dossiers devant lui. Vous pouvez accepter des limites, payer d'abord ceux qui ont fait le travail et apprendre à diriger sans promettre l'impossible, dit-il. Ou vous pouvez refuser et découvrir ce que vaut la Maison Laurent quand personne d'autre n'est prêt à porter vos promesses. Bruno regarda le stylo. Pour la première fois de sa vie, la décision était entièrement la sienne. Bruno signa l'accord après près de 5 minutes de silence. Il n'y eut ni applaudissements, ni menaces, ni défaite spectaculaire. Seulement le son sec d'un stylo sur le papier et la respiration contenue de ceux qui attendaient depuis des mois qu'il accepte quelque chose d'aussi simple que de répondre de ses propres décisions. L'expansion de Cannes était annulée, les frais de représentation seraient revus, les salaires et les petits fournisseurs auraient la priorité et Rebecca gérerait la trésorerie avec un superviseur externe pendant la période de redressement. Bruno resterait lié à la Maison Laurent, mais ne pourrait plus approuver d'opérations importantes sans contrôle. Quand il eut fini de signer, il leva les yeux vers Hélène. Elle ne sourit pas, ne montra pas non plus de satisfaction. Elle rassembla ses documents et expliqua qu'elle remettrait les derniers rapports en suspens cet après-midi-là. Bruno sembla attendre quelque chose de plus, un regard de tendresse, une possibilité de retour, être même une phrase qui transformerait cette chute en le début d'une réconciliation. Il ne reçut rien de tout cela. Les semaines suivantes furent moins dramatiques que ce que Bruno avait craint et beaucoup plus difficiles que ce qu'il avait toujours évité. La Maison Laurent ne disparut pas. Elle cessa simplement de paraître une entreprise invulnérable. L'appartement d'entreprise fut rendu, le véhicule de luxe restitué et plusieurs contrats d'image suspendus. Les réseaux sociaux montrèrent moins de dîners et plus de travail réel. Bruno dut assister personnellement à des réunions avec des fournisseurs qu'il déléguait auparavant à Rebecca ou laissait entre les mains d'Hélène. Firmin fut l'un des premiers. Au lieu de lui apporter une autre promesse, Bruno apporta un virement partiel et un calendrier signé. Firmin vérifia les dates et dit qu'il acceptait. Il ne le félicita ni ne l'humilia. Ce geste normal fut pour Bruno plus inconfortable que n'importe quel reproche. Pendant des années, il avait vécu entre éloges, excuses et sauvetage. Maintenant, il commençait à découvrir la monotonie de la responsabilité, tenir ce qu'on signe, admettre quand on ne peut pas, et revenir la semaine suivante pour recommencer à tenir ses engagements. La mère de Bruno changea également sa façon de se comporter avec son fils. Chaque fois que Bruno appelait pour se plaindre d'une condition imposée par Rebecca, elle lui demandait d'abord ce que lui avait fait pour la résoudre. Au début, Bruno réagissait avec irritation. Il disait que sa propre mère s'était rangée du côté d'Hélène. Sa mère répondait toujours la même chose. « Hélène n'est plus dans le tableau ». Cette phrase, répétée sans colère, finit par devenir un miroir. Pendant des années, Bruno avait attribué presque toutes ses frustrations à l'influence de sa femme. Mais maintenant, elle ne participait presque plus, et les limites existaient toujours. Les fournisseurs continuaient d'exiger des dates. Les employés avaient toujours besoin d'être payés. Les dépenses étaient toujours réelles. Un après-midi, sa mère le trouva seul dans le bureau où son père avait signé les premiers contrats de la Maison Laurent. Bruno avoua qu'il avait l'impression que tout le monde avait cessé de croire en lui. Sa mère répondit qu'il devait être cessé d'exiger une confiance anticipée et commencer à la reconstruire.
une obligation à la fois. Juliette disparut de la vie sociale de Bruno avec une rapidité qui surprit ceux qui avaient assisté au gala. Elle ne publia aucune explication, ni n'essaya de se présenter comme une victime. Elle annula plusieurs apparitions liées à la Maison Laurent et recommença à travailler en indépendante. Pendant les premières semaines, elle reçut des commentaires cruels, certains de personnes qui l'avaient auparavant félicité en secret d'avoir conquis un homme marié. Elle découvrit que le même cercle qui se délectait d'un scandale aimait aussi punir ceux qui y participaient. Elle ne demanda pas d'aide à Hélène. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de faire de la femme qu'elle avait humiliée un refuge émotionnel. Au lieu de cela, elle commença à refuser des projets qui dépendaient de promesses vagues et à examiner plus attentivement les conditions de chaque collaboration. Parfois, en se souvenant de la robe rouge de cette nuit-là, elle avait honte. Non pas parce qu'elle avait perdu Bruno, mais parce que pendant des mois, elle avait confondu être choisie avec être supérieure à une autre femme. Hélène consacra les premiers mois de sa nouvelle vie à récupérer quelque chose de moins visible que l'argent ou le prestige, du temps. Elle accepta de nouveau ses propres projets de conseil, réorganisa son agenda et cessa de vérifier son téléphone pendant le dîner. Elle loua un appartement simple près du parc Monceau, très différent de celui où elle avait vécu avec Bruno, et découvrit qu'elle aimait savoir exactement ce qu'elle pouvait se permettre, ce qu'elle voulait conserver et les choses dont elle n'avait pas besoin pour impressionner qui que ce soit. Sa séparation avança sans grande bataille patrimoniale, car elle n'avait jamais cherché à s'approprier la Maison Laurent. Son avocate lui demanda plusieurs fois si elle voulait réclamer des compensations supplémentaires pour les années de soutien non rémunérées. Hélène décida ce qu'elle considérait comme légalement juste, mais refusa de transformer le processus en une vengeance. Elle ne voulait pas sortir du mariage avec une entreprise, un nom de famille ou une démonstration publique de victoire. Elle voulait quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Une vie où ses capacités n'étaient pas automatiquement utilisées pour absorber le chaos de quelqu'un d'autre. Rebecca tint Hélène informait uniquement des affaires qui affectaient les documents qu'elle avait préparés avant de partir. Au début, ces appels déclenchaient encore une alarme familière. Hélène ressentait le besoin de tout demander, fournisseurs, trésorerie, contrats, décisions de Bruno, puis elle apprit à se limiter. Si Rebecca mentionnait un nouveau problème, Hélène répondait que l'équipe responsable devait le résoudre. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la discipline. Un vendredi, Rebecca l'appela pour lui dire que la Maison Laurent avait complété le premier cycle de paiement prévu dans l'accord. Firmin et d'autres fournisseurs avaient reçu les sommes convenues. Bruno avait protesté contre l'annulation d'un événement promotionnel, mais avait finalement accepté. Hélène respira de soulagement. Pendant quelques secondes, elle ressentit de la fierté, bien qu'elle comprit qu'elle ne devait pas se l'attribuer. Le plan avait fonctionné précisément parce qu'il ne dépendait plus d'elle. « Alors ça continue comme ça », dit Rebecca. Elle sourit à l'autre bout du fil. « On essaie, sans miracle. » Hélène répondit. « C'est mieux. Les miracles créent de mauvaises habitudes. » Bruno dut apprendre cette même leçon d'une manière beaucoup moins aimable. Sans Hélène pour adoucir les conversations, il découvrit combien de personnes étaient prêtes à lui dire non. Un hôtel refusa une proposition parce que la Maison Laurent ne pouvait pas encore offrir les garanties exigées. Un client demanda à réduire la portée d'un mariage jusqu'à recevoir des rapports de stabilité. Un ancien associé refusa d'investir par simple amitié. À une autre époque, Bruno aurait interprété chaque refus comme un manque de vision. Maintenant, il devait retourner au bureau, vérifier les chiffres et décider ce qu'il pouvait réellement offrir. Rebecca commença à remarquer de petits changements. Il cessa de promettre des dates sans la consulter. Il demandait combien coûterait une idée avant de l'annoncer. Il appela même Firmin un après-midi pour l'avertir qu'un paiement serait retardé de 2 jours en raison du virement d'un client. Firmin répondit qu'il appréciait l'appel. C'était une victoire minime, invisible pour les magazines. Pour Bruno, cependant, cela signifiait commencer à comprendre qu'admettre une limitation avant de faillir à sa parole n'était pas une faiblesse. Le divorce fut finalisé plusieurs mois plus tard. Un matin pluvieux, Bruno et Hélène se retrouvèrent dans un bureau où tout était délibérément impersonnel. Une table claire, plusieurs dossiers et une fenêtre embuée par la pluie de Paris. Il semblait plus mince et moins soucieux de s'habiller comme un homme photographiable. Hélène portait un tailleur simple et le même air serein qu'elle avait montré au gala. Ils signèrent les documents sans discuter. Avant de sortir, Bruno demanda quelques minutes seul avec elle. Leur avocat et l'avocate d'Hélène quittèrent la pièce. Bruno resta debout près de la fenêtre et dit qu'il n'avait jamais imaginé qu'il finirait ainsi. Hélène répondit qu'elle non plus. Il avoua que pendant longtemps, il avait cru qu'après la colère, elle reviendrait. « Je pensais que tu avais besoin de temps », dit-il. Hélène secoua la tête. « J'avais besoin de ne plus avoir besoin que tu changes pour pouvoir aller bien. » Bruno baissa les yeux.
Cette réponse ferma une porte qu'aucune signature légale ne pouvait fermer seule. Bruno demanda si une partie d'elle l'aimait encore. Hélène mit du temps à répondre, car elle ne voulait pas mentir pour lui faciliter le moment. Aimer quelqu'un ne signifie pas toujours qu'on peut continuer à vivre avec lui, dit-elle finalement. Bruno demanda si tout aurait été différent sans Juliette. Hélène secoua lentement la tête. La relation avec Juliette avait accéléré la fin, mais n'avait pas créé le problème principal. L'infidélité a brisé quelque chose en moi, expliqua-t-elle, mais j'étais déjà épuisé bien avant. Chaque fois que tu promettais quelque chose que tu ne pouvais pas tenir, je finissais par sentir que je devais le régler. Chaque fois que j'essayais de mettre une limite, tu me faisais sentir que je te faisais défaut en tant qu'épouse. Bruno voulut se défendre, mais s'arrêta. Hélène continua. Je ne suis pas partie parce que tu n'avais plus d'argent. Je suis partie parce que j'ai compris que pour toi, mon amour était devenu une ressource, et je ne savais plus où se terminait notre relation et où commençait mon obligation de te secourir. Pendant quelques secondes, on n'entendit que la pluie. Bruno demanda si elle pensait qu'il avait été un monstre. Hélène secoua la tête. Je n'ai pas besoin de faire de toi un monstre pour savoir que je ne veux pas revenir. Cette phrase lui fit plus mal qu'une insulte. Elle expliqua que Bruno avait été charmant, généreux et capable de travailler avec une énergie énorme quand quelque chose le passionnait. Il avait aussi aimé à sa manière, mais il avait développé une habitude dangereuse. Chaque fois que les conséquences apparaissaient, il cherchait quelqu'un pour les rendre moins douloureuses. Ta mère l'a fait. Je l'ai fait. Rebecca l'a fait dans l'entreprise. Juliette a failli commencer à le faire. Bruno s'assit lentement. Hélène ajouta que reconnaître ces choses n'effaçait pas sa responsabilité, mais pouvait l'empêcher de répéter le même schéma. « Je ne te souhaite pas une vie misérable, dit-elle. Je ne veux juste pas être la personne qui doit t'en sauver. » Puis elle prit son sac et sortit du bureau sans se retourner. Juliette revit Hélène par hasard des mois plus tard, lors d'une présentation professionnelle organisée dans un centre culturel à Paris. Aucune n'avait prévu la rencontre. Juliette hésita avant de s'approcher, mais finit par le faire. Hélène la salua poliment. Elle n'était pas amie et ne le deviendrait jamais, mais l'hostilité du gala appartenait à une autre vie. Juliette raconta qu'elle travaillait avec une nouvelle agence et qu'elle avait appris à ne pas engager son nom dans des projets qu'elle ne contrôlait pas. Hélène répondit que cela lui semblait être une bonne décision. Il y eut ensuite un silence gênant. Juliette prit une profonde inspiration et dit que depuis longtemps, elle voulait lui demander quelque chose. « Quand tu as dit que je pouvais le garder, est-ce que tu t'attendais à ce que je finisse par le quitter ?» Hélène secoua la tête. « Je ne savais pas ce que tu allais faire. » Juliette fronça les sourcils. « Alors, pourquoi étais-tu si sûre de toi ?» Hélène sourit tristement. « Parce que pour la première fois, j'étais sûre de ce que j'allais faire, moi. » Juliette accepta la réponse. Mais avant de prendre congé, elle avoua quelque chose qu'elle avait mis des mois à comprendre. « Je croyais que cette nuit-là, j'avais gagné ta place. » Hélène l'observa sans parler. Juliette continua. « L'appartement, les dîners, les invitations, l'attention de Bruno. Je pensais que tout ça, c'était la vie que tu perdais. » Elle fit une pause. « Puis j'ai découvert que beaucoup de choses n'étaient même pas à lui, et celles qu'il était venaient avec des problèmes qu'il attendait que quelqu'un d'autre résolve. » Hélène répondit que l'argent n'avait jamais été ce qui l'épuisait le plus. « Les dettes peuvent se payer, dit-elle. Le plus difficile, c'est de vivre avec quelqu'un qui promet comme si les conséquences étaient aussi finançables. » Juliette baissa les yeux. « J'ai été cruelle avec toi. » Hélène ne l'absout pas. « Oui. » La réponse fut simple. « Mais l'admettre, c'est ton affaire. Te pardonner sera aussi ton travail. » Juliette acquiesça. Pour la première fois, aucune des deux n'avait besoin que l'autre perde pour se sentir plus forte. Il fallut près d'1 an à la Maison Laurent pour se stabiliser. Elle ne retrouva pas immédiatement la taille ni le prestige que Bruno avait voulu projeter, mais elle survécut. L'entreprise réduisit son volume d'activité, maintint les contrats rentables et finit par payer les arriérés les plus importants. Firmin reçut le dernier virement un matin de printemps. Il se rendit personnellement au bureau et demanda à voir Bruno. Quand celui-ci apparut, Firmin posa sur la table le document avec le solde final et dit « Voilà ». Bruno observa le 0 en suspens et ressentit quelque chose d'inattendu. Pas de la fierté, exactement, plutôt un soulagement sans euphorie. Firmin ajouta qu'ils pourraient retravailler ensemble si les prochains contrats incluaient des acomptes clairs et des délais réalistes. Bruno accepta sans essayer de négocier des conditions impossibles. Avant de partir, Firmin dit « Maintenant, je peux faire confiance à ce que vous signez, pas parce que quelqu'un d'autre est derrière. » Bruno resta seul après son départ. Pour la première fois, il comprit pleinement à quel point il avait dépendu d'une confiance qui appartenait à Hélène, et non à lui. Le même jour, Rebecca informa l'équipe que la période de supervision pourrait être progressivement réduite s'il maintenait les objectifs convenus. Bruno ne récupéra pas immédiatement tout le contrôle, et, chose surprenante, cessa de l'exiger. Il avait appris que diriger ne signifiait pas décider seul, mais répondre lorsqu'une décision échouait.
Sa mère faisait toujours partie de l'entreprise, bien qu'avec une attitude différente. Elle ne rappela jamais la compagne de Bruno pour résoudre un problème professionnel. Quand son fils se plaignait d'un obstacle, elle demandait quelle option concrète il avait préparée. Parfois, ils se disputaient, mais il n'y avait plus ce sauvetage automatique qui avait transformé l'affection familiale en une protection contre la réalité. Bruno ne se transforma pas en un homme parfait. Il ressentait encore l'impulsion de paraître, de promettre et de chercher des solutions rapides. La différence, c'est qu'il commençait à les reconnaître. Et chaque fois qu'il se souvenait de la nuit du gala, il ne voyait plus une épouse froide l'abandonnant. Il voyait le moment exact où quelqu'un avait cessé de l'empêcher de grandir. Hélène construisit une nouvelle étape professionnelle, loin de la maison Laurent. Son expérience dans cette crise changea même sa façon de conseiller d'autres clients. Quand un dirigeant prétendait que son équipe devait cacher les problèmes pour protéger son image, Hélène posait des questions inconfortables. Quand une entreprise dépendait trop du sacrifice invisible d'une seule personne, elle insistait pour créer des systèmes qui survivraient sans héros. Sa réputation grandit précisément parce qu'elle cessa de confondre responsabilité et disponibilité infinie. 1 an plus tard, elle ouvrit son propre petit cabinet de conseil avec 2 associés, spécialisés dans la restructuration d'entreprises familiales. Sur le mur de son bureau, il n'y avait pas de photo du gala ni de souvenir du mariage. Seulement une phrase écrite discrètement sur une carte qu'elle avait elle-même placée sur son bureau. « Aider ne signifie pas porter ». Chaque fois qu'elle la lisait, elle se souvenait du nombre d'années qu'il lui avait fallu pour comprendre une idée qui semblait maintenant simple. La dernière fois qu'Hélène et Bruno se rencontrèrent, ce fut lors d'une réunion administrative liée à la clôture définitive de certains anciens contrats. Il n'y avait ni avocat ni famille, seulement Rebecca, Firmin et plusieurs personnes qui avaient participé au redressement. Après avoir signé les documents, les autres partirent peu à peu. Bruno et Hélène restèrent quelques minutes dans le vestibule. Il lui raconta que la maison Laurent était à jour avec les principaux fournisseurs et qu'ils avaient même refusé une opportunité d'expansion parce que ce n'était pas encore le bon moment. Hélène sourit légèrement. « Ça semble sensé. » Bruno sourit aussi, mais il y avait de la tristesse dans son expression. Puis il posa une question qu'il gardait depuis longtemps. « Avais-tu cessé de m'aimer avant cette fête ?» Hélène secoua la tête. « Non. » Bruno parut surpris. Elle continua. « C'était peu, être ça le problème. Je t'ai tellement aimé que j'ai mis trop de temps à comprendre à quel point je disparaissais pour te maintenir à flot. » Bruno regarda le sol. Hélène lui expliqua que pendant des années, elle avait ressenti de la fierté chaque fois qu'elle parvenait à régler une crise. Elle croyait que cela prouvait qu'ils étaient une équipe. Avec le temps, cependant, les problèmes cessèrent d'être des exceptions. Ils devinrent une structure. Tu prenais une décision, quelque chose se cassait, et je courais pour réparer. Puis tout semblait fonctionner, alors tu recommençais à faire la même chose. Bruno demanda si elle regrettait de l'avoir aidé. « Pas de t'aider », répondit-elle. « Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt quand mon aide a cessé de t'aider à grandir. » Il respira profondément. Juliette m'a dit quelque chose de similaire. Hélène ne montra aucune curiosité. Bruno ajouta qu'il avait demandé pardon à certaines personnes, même s'il savait que le demander n'obligeait personne à l'accorder. Hélène acquiesça. Ça aussi, ça fait partie de l'acceptation des conséquences. Pour la première fois, ils purent parler du passé sans se disputer pour savoir qui avait gagné ou perdu. Avant de se quitter, Bruno regarda Hélène et dit que cette phrase du gala lui faisait encore mal. « Tu peux le garder », répéta-t-il avec un sourire amer. « On aurait dit que tu offrais quelque chose qui ne valait plus rien. » Hélène secoua la tête. « Tu n'étais pas un objet, et je n'ai jamais dit que tu ne valais rien. » Bruno demanda alors ce qu'elle avait vraiment voulu dire. Elle mit quelques secondes à répondre. Que je n'allais plus me battre pour conserver une relation où ma place dépendait de ce que je pouvais supporter. Elle regarda vers la porte vitrée, où la lumière de l'après-midi tombait sur la rue. Juliette croyait qu'elle gagnait un homme, une maison et une vie de luxe. Je savais qu'elle entrait aussi dans une histoire pleine de promesses en suspens. Mais l'important n'était pas ce qu'elle recevait, c'était ce que moi, finalement, j'arrêtais de porter. Bruno acquiesça lentement. Cette fois, il ne demanda pas une autre chance. Hélène sortit seule de l'immeuble. Elle ne portait pas le nom de Laurent comme un bouclier. Elle n'avait pas d'action secrète, ni de fortune cachée, ni une entreprise arrachée à son ex-mari. Elle n'avait pas non plus besoin que Juliette souffre pour prouver qu'elle avait eu raison. Sa victoire était moins spectaculaire et beaucoup plus difficile à obtenir. Elle pouvait marcher vers sa propre vie sans sentir que quelqu'un coulerait si elle arrêtait de le soutenir. En avançant sur le trottoir, elle se souvint de la femme qu'elle avait été cette nuit du gala, immobile, face à des centaines de regards, avec une bague entre les doigts et 5 ans de mariage sur le point de se terminer. À ce moment-là, il avait semblé qu'elle renonçait à quelque chose de précieux. Maintenant,
elle comprenait qu'elle récupérait quelque chose d'encore plus important. Sa capacité à aimer n'avait pas disparu. Elle avait seulement appris que l'amour ne devait pas se mesurer à la quantité de problèmes des autres qu'une personne était capable de porter en silence. Et c'était peu, être la vérité que chacun mit le plus de temps à comprendre. Juliette découvrit que gagner quelqu'un ne signifie pas gagner la vie qu'il semble avoir. Bruno comprit que la confiance ne peut pas s'hériter d'une épouse, d'une mère ou d'une employée loyale, mais qu'elle doit se construire par ses propres actes. Sa mère apprit que protéger un fils de toutes les conséquences peut devenir une façon de l'empêcher de mûrir. Et Hélène comprit que mettre une limite n'est pas abandonner celui qu'on aime, quand cette limite oblige chaque personne à porter ce qui lui revient vraiment. Il y a des relations qui survivent aux dettes, aux erreurs et même aux crises les plus douloureuses. Ce qui survit difficilement, c'est une relation où une personne crée les problèmes et l'autre doit prouver son amour en les résolvant. C'est pourquoi, quand Hélène a dit « tu peux le garder », elle ne livrait pas un homme. Elle restituait une responsabilité qui n'aurait jamais dû lui appartenir.